Bonsoir à toutes et à tous ce soir, à ceux qui sont à distance et ceux qui sont présents dans l'amphithéâtre, notamment les étudiants qui ont bravé les vacances universitaires pour être avec nous. Et donc je les remercie pour leur assiduité, pour ceux qui sont venus. Et là, je dirais, entre notre dernière séance et aujourd'hui, il s'est passé un événement dramatique pour l'Europe, l'invasion, et plus globalement d'ailleurs pour la paix mondiale, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui change évidemment beaucoup de choses et nous amène aussi rétrospectivement à réfléchir aux conditions qui ont rendu possible cette action, même si il n'est pas la peine de le souligner. L'agression russe est à la fois injustifiable et les conduites de cette opération resteront complètement de la responsabilité du régime qui l'a décidé. Ce qu'il y a, c'est que ce conflit, qui d'une certaine manière avait connu peut-être des signes avant-coureurs, ce n'est pas le propos de la conférence d'aujourd'hui, et même quelque part, c'est un conflit qui nous ramène à terre quand même, parce que c'est un conflit qui est relativement classique. Vous voyez des chars, vous voyez des carcasses de chars, vous voyez des hélicoptères. Évidemment, la question de la haute technologie, la question de l'espace n'est pas aussi évidente, même si, vous le savez, dans ce cycle de conférences, nous travaillons justement sur ces nouvelles dimensions technologiques des conflits futurs. Alors, dire ça, c'est quand même peut-être aller vite en besogne, parce que en matière de renseignement, d'observation de l'espace, il est évident que les Russes ont toute une série de dispositions qui leur permettent d'apprécier, d'avoir une appréciation opérationnelle de la situation. Et puis aussi, vous le voyez, il y a eu un certain nombre de missiles qui ont été tirés, qui forcément ont recours à des technologies de recalage ou de guidage qui impliquent, là encore, possiblement des données et une communication avec l'espace. Donc on est dans notre sujet quand même, mais ça, je pense que Isabelle aura l'occasion d'y revenir pour montrer que cette problématique spatiale, elle trouve aujourd'hui forcément, je dirais, des perspectives très renouvelées, mais d'ores et déjà, l'espace s'est installé comme une réalité dans tous les conflits modernes, et je dirais depuis ce conflit qui a été la pièce d'institution des rapports stratégiques en même temps que de la conduite opérationnelle des conflits, qui est la guerre du Golfe, qui remonte à 91. Je suis très heureux d'accueillir Isabelle Soubasse-Vergé. Alors, vous la connaissez bien parce que, évidemment, elle nous fait le plaisir, l'honneur d'être à nos côtés au comité de pilotage de la chaire depuis pratiquement ses débuts. Hein, et donc, d'être à nos côtés et d'avoir participé beaucoup à l'animation de cette chaire, notamment par, j'allais dire, notamment, et aussi par son carnet relationnel qui a fait qu'elle a été à l'origine de l'invitation d'un certain nombre de nos intervenants coréens ou japonais, puisque, vous le savez, le domaine, le champ de spécialité d'Isabelle Soubasse-Vergé, c'est l'espace, et qu'elle a entretenu à travers ses activités de chercheur de très nombreux contacts avec des instituts de recherche ou des universités de pays qui sont dotés d'une politique spatiale. Alors, elle est chercheure au CNRS. Je crois que tu rentres au CNRS en 88. Oui. Oui, c'est ça. Ensuite, tu participes à l'installation du laboratoire Imagéo, puis au CREST, le Centre d'études de recherche de l'École polytechnique. Tu deviens chercheur puis directrice du Centre de communication politique et à la FRS. Directrice adjointe puis directrice du Centre Alexandre Coiré, qui est un centre qui est la mise en commun de forces du CNRS, de l'EHESS, du MNHN.
Tu participes à de nombreuses structures de conseils, de consultations. Tu as été à l'origine d'un rapport sur les ambitions spatiales européennes. Tu es souvent consulté par l'Agence européenne, par les autorités françaises. Tu es membre de plusieurs comités scientifiques internationaux, dont le Science for Peace de l'OTAN. Tu participes aussi au COSPER. Voilà, le Committee on Space Research. Et puis, évidemment, tu as une très longue bibliographie que je ne développerai pas là, parce que, comme l'activité d'un chercheur, pratiquement tous les ans, voilà, tu alimentes, tu publies des recherches. On peut en citer quelques-uns, notamment pour la revue du CNRS en 2017, Les puissances de l'espace. Plus récemment, le travail que tu as fait avec Young Chunying sur la diplomatie préventive et la gestion des crises dans les relations de sécurité entre l'Union européenne et le Japon. Tu as surtout écrit un ouvrage beaucoup sur la politique spatiale chinoise, un empire très céleste, la Chine à la conquête de l'espace, les ambitions spatiales de la Chine. Tu as beaucoup écrit dans ce domaine. Tu es à l'origine aussi d'un atlas de géographie de l'espace, alors qu'il est réactualisé, enfin, qu'il a été au moins une ou deux fois, non, trois fois. Voilà. Il faut recommencer. Hein. Voilà, et donc, je vous renvoie, mais vous le retrouverez très facilement sur Internet ou sur Cairn pour les étudiants, l'ensemble des publications qui sont à disposition d'Isabelle. Alors, les champs de tes réflexions, je dirais qu'il y en a. Évidemment, ça ne sera sans doute pas exhaustif, et notamment le travail que tu as fait sur la Corée, sur les relations Corée-Union européenne le montre, mais tu as pas mal travaillé sur les problématiques d'analyse cartographique et géographique de l'occupation de l'espace. Et donc ça, c'est important, notamment par rapport aux problématiques qu'on a déjà évoquées de surveillance de la Terre vers l'espace et de connaissance des artefacts ou des satellites qui sont déployés. Tu as évidemment beaucoup travaillé, je l'ai déjà indiqué, sur des approches comparatistes des politiques spatiales des grands États, États-Unis, Russie, Chine, etc. Tu t'es beaucoup intéressé, notamment dans les périodes plus récentes, aux interrelations entre acteurs privés, acteurs publics, industriels, responsables et dirigeants politiques. Et enfin, tu as travaillé sur une typologie des politiques spatiales, avec aussi dans l'idée de faire naître l'amorce peut-être de régulation ou d'une question des développements pacifiques et de régulation de l'espace. Est-ce que j'ai à peu près, en gros, c'est parfait. Tout couvert? C'est parfait. Voilà. Alors, je vais te passer la parole. Tu connais, je ne vais pas les rappeler, parce que s'il y a quelqu'un qui connaît bien les usages dans cet amphithéâtre et dans la tenue de ces séances, c'est toi, donc tu as la parole. Merci. Et alors, je crois qu'on a réussi à trouver un système qui vous permettra de... Impeccable. Parfait. Impeccable. Isabelle, tu as la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, je pense que ce panorama de mes activités est tout à fait pertinent. Si je voudrais insister juste sur quelque chose, c'est que je suis géographe. Et une géographe de l'espace, c'est un tout petit peu original et ça n'a pas toujours été absolument évident pour ma communauté. Et curieusement, alors que j'ai été recrutée au CNRS, les places sont toujours un peu chères et je pense que je le devais à l'originalité de mon sujet. Hein. C'était le moment où on lançait notre premier satellite Spot. En même temps, je pense qu'effectivement, ça n'est qu'aujourd'hui, donc quand même après quelques 30 ans de carrière, que finalement la communauté des géographes se met vraiment à s'approprier les questions spatiales. Et ça, je pense que c'est quelque chose de tout à fait intéressant parce qu'en plus, la communauté des géographes le fait à travers ses réflexions sur la manière d'habiter et d'occuper la Terre, ce qui est là encore une espèce de vue inversée de l'espace, cet espace qu'on peut toujours voir de deux façons. L'espace pour l'espace, dit-on un peu dans le jargon de la communauté, ou l'espace pour la Terre, c'est-à-dire effectivement de se servir de l'espace pour se regarder nous-mêmes. Donc c'est en tant que géographe que j'analyse, comme le disait Louis
puis à la fois les politiques spatiales et les modalités d'occupation de l'espace, cette cartographie de l'espace. Et c'est sous cet angle que donc pour cette deuxième ou troisième conférence, parce qu'on a quand même abordé le sujet de l'espace dans la chaire à différentes occasions, j'ai choisi de parler de l'espace, lieu particulier des rivalités politiques et technologiques. Alors j'ai juste fait un petit peu quelques facettes, donc ce début de l'histoire de l'espace, donc à la fois avec les années 61 Gagarine, 69 la Lune, etc., etc. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il faut bien mesurer que l'espace a 64 ans et que donc en une génération, voire 2 générations, sans doute que les perceptions de ce milieu et la façon d'organiser des activités dans ce milieu a assez profondément changé. Et ce que je voudrais montrer, c'est qu'il y a finalement maintenant peut-être plus que cette notion de New Space qui ne me convient qu'à moitié. Il y a en tout cas sans doute 2 façons différentes de concevoir l'espace. L'espace, ancienne formule, je dirais, qui continue à exister, je vais vous le montrer, et puis cette nouvelle perception des activités spatiales qui est tout à fait différente. Donc l'espace, lieu exemplaire des rivalités politiques et technologiques, je crois que dans sa conférence, Xavier Pasco l'a très très bien montré. Il est spécialiste des États-Unis, moi je fais plutôt le reste du monde, et en gros on a à peu près autant d'activités, et en tout cas les États-Unis ont plus de budget que le reste du monde réuni. Mais je pense qu'effectivement cette idée que la rivalité politique et technologique sur fond stratégique et le berceau en quelque sorte des activités spatiales, c'est vraiment quelque chose de très important parce que ça n'a pas totalement disparu et parce que c'est un petit peu le cadre de lecture qu'on a très souvent. Alors, c'est un lieu exemplaire parce qu'effectivement, on a mis en orbite une nouvelle lune. Je ne sais pas, je pense que pour les étudiants d'aujourd'hui, l'idée de nouvelle lune, ça paraît étrange, mais à l'époque, c'était vraiment l'idée de montrer que pour la première fois, un homme était capable de faire orbiter un satellite artificiel, certes, comparé à ce seul et unique satellite naturel que nous avons. Ça, c'était le 57, le Spoutnik, et puis c'était la marche sur la Lune, qui là acte la fin en quelque sorte des premières soviétiques qui ont tellement traumatisé les Américains et les Occidentaux en général pendant le début de l'ère spatiale. Eh bien, à partir de la marche sur la Lune, les dés sont jetés, la machine américaine en termes de budget, de programmation, de R&D, d'innovation est enclenchée et elle ne fera que prendre de plus en plus d'allant et creuser de plus en plus l'écart avec bien sûr l'URSS devenue la Russie, mais aussi et toujours avec le reste du monde, même si, comme je vais l'évoquer un petit peu plus loin, il y a parfois tendance aux États-Unis à vouloir réactiver ce cadre de la guerre froide où ils ont été de si brillants vainqueurs dans la relation avec la Chine. Alors, ce lieu exemplaire des rivalités politiques et technologiques, c'est vraiment parce que la présence dans l'espace signe la puissance. Ça, c'est vraiment tous les documents que vous trouvez à l'époque, c'est vraiment le point essentiel. Alors, il signe la puissance d'abord parce que effectivement l'espace est lié au nucléaire. Ce sont les missiles intercontinentaux qui sont transformés en lanceurs et c'est la capacité d'observation de la Terre depuis l'espace qui fait partie de l'intérêt majeur des États-Unis pour des satellites qui vont permettre à la fois d'avoir une cartographie du territoire de l'Union soviétique et éventuellement de permettre un ciblage. Donc, et puis ensuite, et ça va arriver juste après, c'est l'espace qui va permettre à la fois de détecter les lancements de missiles et qui ultérieurement permettra les premiers accords de désarmement nucléaire, donc en 1972 et 1978, les accords SALT-ABM, montrant là encore, ça arrive assez souvent dans l'espace, les 2 facettes de l'activité spatiale, c'est-à-dire qu'on développe des satellites et des lanceurs dans une visée qui est quand même assez
largement offensive, et on en vient, par les qualités même du spatial, à savoir ce survol planétaire et des réglementations particulières qui font qu'on a une libre utilisation de l'espace, on en vient finalement à une forme de stabilisation des relations internationales. Mais en parallèle de cette présence qui signe une puissance donc très liée au nucléaire, très liée à la stratégie, il ne faut quand même pas oublier les communautés scientifiques. Alors, bien sûr, il y a de nombreux travaux à ce sujet. Dans la guerre froide, on parle de communautés, de complexes militaro-industriels, mais aussi scientifiques, puisqu'il est bien évident que les communautés scientifiques sont très largement mobilisées dans ces efforts des États. Dans le cadre du spatial, c'est un petit peu particulier puisque le satellite va être lancé pour l'année géophysique internationale. Ce sont des grandes années scientifiques. Celle-ci doit se dérouler sur 1957-1958 et dans lequel on s'interroge précisément sur la géophysique de la Terre, sur la connaissance de sa géodésie et sur l'analyse des relations entre la Terre et son environnement. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les relations Terre-Océan-Atmosphère et qui sont si importantes par rapport à l'analyse, par exemple, du climat et du changement climatique. Donc vous avez ces deux facettes, et c'est pour ça que ça m'intéressait de le rappeler, dans les rivalités politiques et technologiques, c'est-à-dire qu'effectivement, une facette où des États inscrivent leur politique spatiale dans une politique de puissance extrêmement aronienne, je dirais, et puis en parallèle, une internationalisation des activités spatiales à travers ces lancements de satellites scientifiques et qui sont précédés et qui sont accompagnés par les fusées-sondes. Et par exemple, un exemple qu'on connaît mal, mais les premières fusées-sondes qui ont été tirées en Inde, à la pointe de l'Inde, à Trivandrum, était dans le cadre d'une coopération scientifique absolument internationale. Il y avait un bateau poursuite soviétique, il y avait des fusées américaines, on avait des scientifiques du CNES naissant qui étaient présents, et on était au milieu des années 60. Et on avait des Japonais qui avaient aidé les Indiens à faire leur première fusée-sonde. Donc vraiment, cette communauté spatiale des scientifiques, elle est très étroite, ce sont très peu de gens, ce sont des gens qui se connaissent bien et ce sont des gens qui vont aussi aider finalement à faire circuler de l'information et à nouer des liens de coopération. Tu évoquais le COSPAR par exemple, c'est effectivement une organisation de recherche spatiale qui est née dans ces années-là et qui encore par exemple aujourd'hui est en train d'essayer de rédiger une motion pour se positionner par rapport au conflit ukrainien actuel en essayant de garder ce sentiment que la science pourrait servir de pont et on sait bien combien c'est à la fois important et fragile. Alors cette activité, elle est aussi symbolique de la modernité et du développement. Et ça, c'est vraiment crucial pour un pays comme la Chine, dans le début de son histoire, mais aussi pour un pays comme l'Inde. Ce sont dans les deux cas des puissances qui ont perdu leur statut de grande puissance parce qu'elles n'ont pas suivi les évolutions technologiques et qu'elles ont donc disparu en quelque sorte au XVIIIe et XIXe siècle et que leur position internationale en a beaucoup souffert. Et pour elles, devenir des puissances spatiales, c'est le moyen de dépasser cet épisode, de faire un grand pas en avant et de ne plus se retrouver directement à l'égal de la modernité, à l'égal du XXe siècle. Et c'est un ferment vraiment très important et qui demeure et qui va les suivre sur toute leur activité spatiale. Et puis enfin, effectivement, c'est un champ de rivalité. Ce champ de rivalité, il évolue avec le contexte international. Donc on a la guerre froide, c'est tellement facile, les États-Unis et l'Union soviétique. Aujourd'hui, on aurait ce cadre que je discute personnellement, mais qui n'est pas faux, parce qu'il y a bien une compétitivité terrestre très forte entre les États-Unis et la Chine. Je le discute simplement parce que les niveaux de compétences des États-Unis et de la Chine ne peuvent pas encore être véritablement considérés à parité.
et puis aussi au niveau régional. Si vous prenez par exemple la Chine et l'Inde, il est bien de se souvenir que l'Inde a voulu faire un programme martien avec un petit lanceur et finalement une sonde qui était relativement peu coûteuse. Ils appellent ça l'innovation frugale Jugad, et ils ont beaucoup communiqué sur le fait que la sonde Mangalyaan avait coûté le prix du film Gravity, qui sortait à la même époque. Donc effectivement, alors la comparaison, elle est quand même un peu trompeuse, parce que le film Gravity, c'était aussi un outil commercial qui était quand même censé rapporter de l'argent, donc on ne peut pas non plus se considérer ça de la même façon, mais c'est vrai que c'était très important pour l'Inde de faire cette mission martienne qui faisait d'elle le premier État asiatique à mettre une sonde en orbite autour de Mars. Et la décision a été prise alors que quelques années auparavant, le Japon, la Chine et l'Inde se sont trouvés tous les trois à envoyer des sondes spatiales autour de la Lune, et que la presse internationale n'a parlé que de la Chine, ce que les Indiens ont vécu de manière très désagréable, et donc il les a déterminés à mettre. Et ce que je veux dire par là, c'est que cette rivalité technologique, elle continue à se manifester, et elle n'est pas forcément qu'internationale, et c'est vraiment un ressort qui demeure. Alors, ce ressort, il demeure, et là, ce sont juste les derniers exemples finalement qu'on en ait. C'est l'Iran qui lance son premier satellite en 2009, c'est la Corée du Nord qui lance son premier satellite en 2012, et pas de chance pour la Corée du Sud, et bien finalement, d'un mois, elle passe avant la Corée du Sud. Et puis, c'est la station spatiale chinoise qui devait être réalisée en 2020, qui sera réalisée en 2022. Ça fait pas beaucoup de retours quand même. Et ce que je veux aussi rappeler, c'est que ces enjeux traditionnels de prestige et de souveraineté, vous pouvez les trouver toujours liés à du nucléaire quand même, parce que si vous regardez l'Iran et la Corée du Nord, vous êtes bien toujours dans ce même vieux schéma, mais vous pouvez le trouver lié à de la volonté de démonstration technologique et d'existence en tant que telle, et c'est vraiment le cas pour la Corée du Sud, qui veut exister par rapport au Japon et qui veut aussi exister par rapport à la Chine. Et puis ça peut être, alors cette nouveauté des Émirats arabes unis avec leur mission martienne, qui fait qu'ils ont été immédiatement qualifiés de puissance spatiale, alors même qu'ils n'ont pas de lanceur, pas de base, et qu'ils n'ont pas de fabrication de satellites, mais qui d'un seul coup leur a donné un statut extraordinaire dans le monde arabe, je dois dire très, très bien médiatisé, par lequel ils ont affiché à la fois le renouveau de la fierté arabe dans le domaine des sciences, et effectivement quand même on se souvient tous de la grande période de la science arabe, et où ils ont aussi voulu célébrer le rôle des femmes comme ingénieurs et comme scientifiques. Alors l'espace, j'ai dit que c'était un lieu naturel en quelque sorte, en tout cas historique de rivalité, mais c'est aussi un lieu particulier de rivalité. Je pense qu'on oublie assez facilement que le milieu spatial, c'est vraiment un milieu hostile. C'est un milieu hostile pour les satellites, c'est un milieu terriblement hostile pour l'homme. Il y a le vide, il y a les radiations solaires, les écarts de température, les micrométéorites, et tout ça fait que finalement, lancer un satellite et faire fonctionner un satellite dans l'espace, c'est d'abord un seuil de capacité technologique qui est quand même assez élevé. Alors aujourd'hui, on voit apparaître des petits satellites, on parle de petits lanceurs, la miniaturisation, les expériences acquises font que la donne change un peu, mais le milieu spatial reste un milieu difficile à maîtriser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a quand même très souvent tendance à penser le milieu spatial comme un milieu un peu extraordinaire, on est bien d'accord, mais qui finalement, quelque part, est un milieu un peu comme les autres. Or, le milieu spatial, le satellite, il peut être manœuvrant, mais le plus souvent, c'est un objet inerte, c'est-à-dire qu'il suit la trajectoire qui a été déterminée au moment de sa mise en orbite. C'est un milieu dans lequel il n'y a pas de port, il n'y a pas de route, et il n'y a pas de point de ravitaillement, et il n'y a pas de point de réparation.
Donc tous les schémas qu'on trouve assez facilement sous la plume des uns et des autres, ou même dans les discours qui parlent de la conquête de l'espace et finalement de l'idée que l'industrialisation de l'espace, elle va se faire comme c'est fait l'industrialisation de l'Ouest ou l'industrialisation des terres vierges, de dire que finalement, eh bien, il va y avoir une activité privée qui va pouvoir devenir rentable très vite, etc., etc. Ça sous-estime très profondément ces éléments. Alors, il n'y a qu'un seul point dans lequel je dirais, cette vision est assez classique et pertinente, c'est précisément par rapport à la Lune. La Lune, effectivement, est un point d'ancrage possible et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dans le cadre du programme de retour vers la Lune des Américains qu'on voit apparaître un certain nombre de notions nouvelles dans le cadre de ces rivalités technologiques que je réévoquerai un tout petit peu plus loin. Il y a un autre élément très classique et qu'on n'emploie pas à tort, c'est pertinent, c'est de dire que l'espace est le fameux point haut, est un point haut. Et un petit peu ironiquement, j'ai rajouté, et pourtant elle tourne, parce que vous êtes un point haut quand vous êtes dans l'espace, sans aucun doute, mais pendant que le satellite orbite, lui décrit son orbite, c'est la Terre qui défile sous le satellite, d'où l'expression en français de satellite à défilement. Alors il y a une orbite particulière différente qui est l'orbite géostationnaire, qui est située à 36 000 km d'altitude et dans lequel le satellite reste fixe par rapport à la Terre puisque son orbite a été calculée précisément pour ça. Mais ce satellite, il est loin, c'est celui dont vous voyez les images météo à la télévision, donc vous voyez qu'il couvre à peu près 60% de la surface terrestre. Donc, fondamentalement, un satellite, il va couvrir de manière répétitive. C'est vrai, la Terre tourne, donc il va repasser au bout d'un certain temps au-dessus des mêmes territoires, mais il n'a pas de permanence dans l'espace et donc ça engendre un certain nombre d'applications particulières. Et puis les satellites, ils sont extrêmement difficiles à suivre et ils sont difficiles à identifier. Et c'est toute la question aujourd'hui de la surveillance spatiale et du suivi de l'activité en orbite qui est importante, je dirais, pour la sécurité des satellites, pour éventuellement les faire manœuvrer, etc., en cas de proximité trop importante avec un autre satellite, qui est importante aussi si vous vous mettez dans une posture où vous craignez une agression sur votre satellite et vous avez besoin d'être capable d'analyser votre environnement immédiat et de savoir si vous êtes potentiellement menacé ou pas. Aujourd'hui, seuls les États-Unis et dans une moindre mesure la Russie disposent de ces capacités de suivi de l'ensemble de l'activité spatiale entre les satellites opérationnels, les satellites qui sont maintenant devenus des débris et les débris eux-mêmes qui sont eux-mêmes assez nombreux en orbite. Donc ce que je veux dire dans cette planche, c'est que vraiment l'espace c'est un milieu, alors déjà le mot c'est un milieu, c'est un lieu, c'est un environnement, sont déjà des termes sur lesquels on pourrait longuement gloser, mais c'est en tout cas un milieu dont l'occupation se représente difficilement. Alors c'est juste pour rappeler quelque chose, juste si vous regardez cette figure, c'est un schéma, donc c'est vraiment juste pour donner une petite idée, mais si vous regardez cette figure, là vous voyez c'est la partie en quelque sorte de l'espace occupé, on va dire, occupé avec les guillemets parce que c'est quand même pas très très dense. Et ça, vous voyez, c'est la Lune qui se situe ici. Donc en gros, l'occupation de l'espace, elle existe quand même vraiment dans la banlieue de la Terre. Et là, vous êtes à 36 000 km d'altitude. Alors, il y a des orbites plus ou moins utilisées. Donc là, moi, j'ai fait représenter les points équidistants, puisque évidemment, tout ça, ça tourne, ça a des inclinaisons, il y a des plans orbitaux, etc., etc. Mais ça vous montre qu'il y a quand même des tranches dans lesquelles les questions de densité sont plus importantes que d'autres, et ça va être de plus en plus le cas avec les nouvelles constellations de satellites de télécom. Donc là, c'était en gros pour rappeler les grandes orbites, l'orbite géostationnaire, les orbites circulaires et puis les orbites elliptiques qui sont également liées à d'autres applications.
Alors, le milieu spatial, vous avez tous sans doute en tête, d'autant plus qu'avec l'essai ASAT, le test réussi anti-satellite des Russes en novembre 2021, on a beaucoup revu ces images. Vous voyez sans doute cette image de la Terre entourée de débris, avec des débris partout, scintillants, etc., etc. Bon, cette image, elle ne correspond pas du tout en termes d'échelle. Donc, vous avez une densification, et puis surtout, elle est fixe, alors qu'en fait, chacun des satellites tourne et se déplace chacun dans son plan orbital. Mais par exemple, si vous prenez le nombre de satellites lancés depuis 1957, vous vous rendez compte qu'en fait, les chiffres sont très faibles. De 1957 à 2019, vous avez 9000 satellites qui ont été lancés par tous les pays et pendant toutes les époques. Et c'était à une époque où les satellites avaient une durée de vie relativement courte. Alors, effectivement, le phénomène s'accélère. De 2020 à 2021, d'un seul coup, on a lancé plus de 2500 satellites. Et Elon Musk, avec ses projets qui changent un petit peu la donne, lui, avec plus de 40 000 satellites, d'un seul coup, fait franchir des seuils, inévitablement. Ceci dit, ça ne sera pas 40 000 satellites en même temps, hein, on est bien d'accord, ce sont des satellites qui vont se remplacer, ça sera l'ensemble de la constellation, mais même si vous admettez 40 000 satellites sont des satellites relativement petits, on va dire, d'une masse de 260 kg, là encore, l'espace, c'est quand même très très grand. On parle de 36 000 km pour l'orbite géostationnaire. La circonférence de l'orbite géostationnaire de Pierre, ça fait quand même beaucoup. 72 000 multiplié par 3, 210 000 km pour peut-être... Dites-vous que sur l'orbite géostationnaire, vous avez donc sur une orbite, si mon calcul de tête est bon, de 200 000 km, vous avez peut-être 200 satellites. Bon, il y a bien des positions privilégiées, il y a bien une question de fréquence, mais enfin, n'imaginez pas une densité comme on en a l'habitude. Alors, on parle de l'espace, lieu de rivalité, etc. Oui, très bien. Mais est-ce qu'on parle de l'espace ou est-ce qu'on parle de l'activité spatiale? Parce qu'on a vraiment quand même très facilement tendance à confondre les deux. Et je pense qu'il est bon de les distinguer car ça nous permet d'avoir une vision un petit peu plus précise des enjeux et de la manière dont ces enjeux vont se décliner. Alors, si on regarde en réalité l'activité spatiale, parce que c'est bien dans le domaine de l'activité spatiale que se font les rivalités technologiques alors politiques, c'est un peu plus discutable, mais en tout cas les rivalités technologiques. Les satellites sont d'abord une infrastructure de souveraineté et de compétitivité économique aujourd'hui. Je vais prendre des exemples européens. Galileo, notre premier satellite, notre premier système de navigation et de positionnement. Copernicus, un système d'observation de la Terre, qui sont quand même, je me permets de vous le rappeler, tous les deux décidés en 1998. Donc, ils sont opérationnels depuis le milieu des années 2010, donc ça vous donne quand même une bonne idée des délais qu'il faut dans le domaine de l'espace, ou qu'il fallait, parce que les choses aujourd'hui évoluent un peu différemment, qu'il fallait entre la décision qui était prise de faire un système et le moment où le système était opérationnel. C'est un point sur lequel j'insiste parce qu'on a très souvent tendance à faire des interprétations qui gomment cet aspect-là. Or, quand on vous dit que tel satellite, prenons par exemple notre premier satellite de reconnaissance militaire Hélios, Hélios a été un satellite extrêmement utile pour donner à la France une autonomie d'évaluation et de décision au moment du deuxième conflit d'Irak. Sauf que Hélios, il avait été développé pendant la guerre froide et il était censé surveiller l'activité non seulement de l'Union soviétique, mais du bloc de l'Est et aider à la vérification des accords sur les forces conventionnelles en Europe. Et d'ailleurs, la station de réception d'Hélios était située à Colmar pour être la plus près possible du point visé. Donc quand on lit que la France a eu l'idée absolument géniale de faire Hélios pour le Koweït, là, il faut quand même se rappeler qu'il y a toujours un risque de réévaluation et en même temps, il faut aussi se projeter sur le fait que ce qu'on fait maintenant, alors on n'est plus sur des durées aussi importantes parce qu'on va plus vite dans les programmes spatiaux, mais que ce qu'on fait maintenant, ça va être opérationnel dans 10 ans. Donc c'est la grande difficulté du spatial. Quand vous voulez le penser en tant que future rivalité technologique, c'est effectivement d'être dans cet équilibre. Alors, activité spatiale, là encore, comme lieu de compétitivité,
répartition, c'est par exemple les questions des coopérations qui vont venir en parallèle de ces compétitions. Et ces coopérations, elles peuvent être bilatérales, elles peuvent être multilatérales, elles peuvent être internationales. Et les modalités en sont parfois très inattendues. C'est d'ailleurs comme ça qu'avec la crise, enfin, la guerre, l'invasion en Ukraine, je ne sais pas comment il faut appeler cet événement qui est absolument dramatique, on va se retrouver dans des difficultés qui avaient été complètement inimaginables. Par exemple, le lanceur de la Corée du Sud, que je vous ai montré, il est fabriqué avec les Russes, ce qui n'est pas spontanément en termes de géopolitique d'une évidence rare. Et les raisons pour lesquelles ils avaient choisi les Russes sont des raisons qui, entre autres, tenaient au coût et à la fiabilité des engins. De la même façon, en Europe, vous le savez, nous utilisons le lanceur Soyouz depuis Kourou. Bon, effectivement, il n'était pas prévu de continuer très longtemps dès lors qu'Ariane 6 serait efficace, mais le lanceur Vega, qui est le petit lanceur, utilise aussi un certain nombre d'éléments qui sont fabriqués en Ukraine et en Russie. Donc d'un seul coup, on va découvrir que finalement ces coopérations, eh bien, elles vont se retrouver prises dans ce jeu des rivalités, cette fois-ci politiques. Donc ce que je voudrais montrer, c'est qu'on a vraiment des superpositions entre d'un côté des rivalités technologiques, et on est dans le monde assez classique du rapport de leadership économique, et puis finalement le spatial comme lieu d'expression des rivalités politiques, et parfois les deux interfèrent assez brutalement. C'est ce qu'on est en train de découvrir. Dernier élément important quand on parle de la rivalité dans l'espace et dans les activités spatiales, c'est qu'il ne faut jamais oublier les contraintes de l'interdépendance. En réalité, dans l'espace, une fois que votre satellite est en orbite, et bien finalement, tous les débris que vous les ayez générés au travers d'un tir malheureux anti-satellite, comme l'avait fait la Chine en 2007, ou plus récemment d'autres, ou que ce soit simplement des débris qui ont été accumulés au fil des années, et bien tout compte fait, votre orbite, elle va être polluée, ou elle va être dangereuse pour tout le monde, y compris pour vous-même. Ce qui a été pendant très longtemps un élément quand même qui faisait qu'on était plutôt tourné vers une idée de sanctuariser l'espace, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de menaces possibles qui portent sur les systèmes spatiaux, une position qui est en train d'évoluer, mais qui a été pendant longtemps très, très importante. Bon, mais il y a là encore, une interdépendance qui va se jouer avec des arbitrages. Par exemple, les fréquences. Quand vous utilisez des satellites de télécommunication, eh bien, vous demandez à l'Union internationale des télécoms de vous accorder des fréquences qui vont vous permettre de développer votre système. Et bien évidemment, certaines fréquences sont plus intéressantes et vont être plus demandées que d'autres. J'en prendrai un exemple rapide. Quand nous avons développé notre système de navigation Galileo, eh bien, nous avons mangé sur le spectre des fréquences qu'utilisaient les satellites américains GPS, et il a fallu un arbitrage. Et comme effectivement les choses sont toujours les mêmes dans ces domaines-là, quand les Chinois ont développé leur système de navigation Beidou, ils sont venus marcher sur les fréquences qui étaient celles de Galiléo. Donc en permanence, il y a cet arbitrage qui se fait au niveau international dans des organisations qui sont assez classiques et qui régulent en quelque sorte, c'était ce que tu évoquais en introduction, qui régulent les rivalités spatiales. C'est la même chose pour les positions orbitales sur l'orbite géostationnaire. Alors, dans ces cas-là, effectivement, cette interdépendance, elle va jouer de manière assez intéressante, et là, on va en avoir un usage politique. Donc, effectivement, on a vu le Tirasat de novembre 2011 qui a menacé la Station spatiale internationale. On a moins entendu parler de la Tiangong, qui était la station chinoise, qui a été récemment obligée de manœuvrer parce que des satellites Starlink passaient un peu trop à proximité. Alors, si je poursuis rapidement mon propos, je vais prendre un exemple beaucoup plus récent, qui est le discours qui a quelques jours, du président Macron à Toulouse, dans une volonté de relancer la stratégie spatiale européenne.
Et effectivement, j'ai vraiment copié des éléments du discours. Donc, sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté technologique. Sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté industrielle et économique. Sans maîtrise de l'espace, pas de souveraineté stratégique et militaire. Sans maîtrise de l'espace, il n'existe pas au fond de puissance complète, capable tout à la fois de maîtriser pleinement son destin et de conquérir de nouvelles frontières. Alors ça, très bien, 16 février 2022, et moi j'avoue que j'ai quand même passé une partie de mon week-end à m'interroger sur la manière dont j'allais reconstituer ma présentation pour aujourd'hui, parce que je me disais que quand je voyais ce qui se passait et la manière dont la guerre se déroulait en Ukraine, eh bien finalement, c'est ce que tu as aussi remarqué, on est dans une situation où tout compte fait, même si l'espace est un multiplicateur de force et continue à intervenir et à aider, on se rend compte que les rivalités terrestres, elles ont bien perduré, et je vais essayer de vous montrer que justement des choix de politique spatiale dans l'espace se font différemment en fonction précisément de la perception que ces États ont de leur sécurité nationale. Alors les puissances spatiales, bon ça c'est la vision hyper classique des forces en présence, donc les éléments de comparaison, les budgets, les capacités, les satellites, je vais vous montrer. Et puis ce thème qui quand même jusqu'à maintenant était récurrent depuis on va dire 2010, et cette montée en puissance de la Chine, c'était la Chine, le grand concurrent des États-Unis, avec des dessins de ce type-là, il y en a des centaines, le petit lapin de jade aux yeux rouges qui croque le drapeau, enfin bref, on avait vraiment une espèce de vision absolument caricaturale dans la presse occidentale des ambitions spatiales chinoise sur la Lune, sachant que quand même tout État qui commence à développer une activité spatiale, eh bien finalement il va assez naturellement, il va même très naturellement envisager des programmes lunaires parce que c'est le seul satellite naturel de la Terre et que donc c'est celui qui est le plus accessible. Et cette thématique-là, vous allez voir, elle se décline de manière assez intéressante. Ça, c'est une carte des budgets spatiaux. Donc cette carte, les gens qui me connaissent, je l'actualise quand même, mais malgré tout, elle est toujours un peu la même. C'est-à-dire que vous avez ici les États-Unis avec 48 à 50 milliards de dollars. L'Europe, autour de 12 milliards. Alors, c'est ma faute, je croyais avoir mis la carte de 2020, j'ai mis celle de 2019. Donc, la Chine, que je considère maintenant en équivalent de l'Europe. L'Europe, c'est l'ESA, c'est les États européens et c'est même le budget de l'UE, puisque maintenant, il y en a un. Donc, vous arrivez à parité, en gros, entre l'Europe et la Chine. Le Japon, vous êtes quasiment à parité avec la Russie, ce qui est quand même assez stupéfiant quand vous pensez que la Russie, malgré tout, continue à desservir la station spatiale et possède encore des capacités spatiales militaires non négligeables. Bon, en même temps, il faut dire que la Russie sous-traite un certain nombre de ses capacités et donc a un revenu qui vient s'ajouter à son budget. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que finalement, les États-Unis, aujourd'hui, c'est 1,5 fois le total de tous les autres budgets dans le monde. Et si je reprenais cette carte dans les années 2010, ce serait plus de 2 fois le total des autres budgets dans le monde. Donc 60 ans d'activité spatiale dans lequel les États-Unis investissent à des niveaux qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui peut être investi dans le monde, bien évidemment, vous avez une hyperpuissance spatiale américaine et un sentiment assez logique et naturel des Américains à considérer que l'espace, c'est devenu leur nouvelle frontière et que c'est en tout cas un milieu dans lequel c'est à eux de fixer les règles du jeu, ce qui, bien évidemment, ne peut que susciter, je dirais, des réticences polies du côté des alliés et des inquiétudes solides du côté des potentiels adversaires. Alors, résultat, c'est que si effectivement vous voyez cette importance du budget spatial, il faut maintenant que vous y rajoutiez l'investissement qui est réalisé par les acteurs privés eux-mêmes, puisque à partir de maintenant quelques années, vous avez des projets autonomes extrêmement importants en nombre de satellites, et en particulier ceux d'Elon Musk. Et donc là, vous voyez les lancements commerciaux. Alors là, ce n'est pas le nombre de tirs, c'est le nombre de satellites mis en orbite. Les petits ronds représentent des petits satellites, donc effectivement, on est inférieur à... On est à 200... Oui, enfin, j'ai dit petits satellites, en même temps, j'ai mis les Starlink qui sont à 260, on va dire inférieur à 300 kilos. Et puis, vous avez les satellites beaucoup plus classiques qui ont été lancés. Et quand vous regardez
le nombre de satellites lancés par les États-Unis et que vous le comparez au nombre de satellites lancés par les Chinois, le vert c'est l'Europe, ici le nombre de satellites européens, et que vous constatez que l'activité spatiale russe, eh bien finalement ce sont essentiellement des satellites européens qui sont tirés, puisque ce sont les satellites OneWeb, vous avez quand même une image de la réalité de l'activité spatiale dans laquelle on peut parler de rivalité. Enfin, il y a quand même quelqu'un qui est très largement au-dessus du panier. Et les choses se font dans la continuité, puisque là, par exemple, c'était l'année 2020. Donc vous voyez bien que c'est un mouvement de fond extrêmement important qui continue à marquer cette supériorité américaine dans l'espace. Donc aujourd'hui, quelles sont les priorités nationales par rapport à l'ensemble de ces enjeux? Alors pour les États-Unis, c'est assez simple, c'est essentiellement préserver leur avance, garantir que le hiatus qu'il y a entre eux et les autres puissances spatiales va être maintenu, ce qui les amène en quelque sorte toujours à une course en avant. C'est-à-dire qu'ils vont toujours investir dans de nouvelles technologies, ils vont toujours développer de l'innovation, et ils arrivent enfin aujourd'hui à ce que toutes ces dépenses publiques qui ont été réalisées reviennent finalement aussi alimenter le circuit économique et la vie des activités des entrepreneurs privés. Et ça, c'est peut-être effectivement le point d'inflexion qui était particulièrement important pour les États-Unis, qui dès les années 1980 commençaient à mettre en place des lois de commercialisation et qui aujourd'hui voient enfin arriver ces acteurs privés qu'ils ont appelés de leur vœu, qu'ils ont alimentés et en quelque sorte financés. Alors ce n'est pas les acteurs privés auxquels ils pensaient, ceux qui ont reçu le plus d'argent, les liquides, etc. Ce sont des nouveaux acteurs qui arrivent du monde du numérique, donc ça effectivement c'est relativement inattendu, mais ça ne vient que valider ce postulat américain qui est d'une dépense publique qui ouvre la voie à de l'enrichissement par les entreprises et par le secteur privé. Pour l'Europe, c'est un petit peu différent, et j'ai rebalayé en quelque sorte la totalité des discours, et vous le voyez bien dans les extraits que j'ai pris du discours du président Macron, c'est garantir la souveraineté et la présence de l'Europe dans le monde. C'est vraiment ça. C'est-à-dire essayer de montrer que dans ce nouveau domaine technologique, nous existons en tant qu'Européens. Cela nous distingue très nettement des Chinois qui, aujourd'hui, ont ce fameux slogan du rêve chinois mis en avant par Xi Jinping et qui, du coup, mettent toujours en parallèle cette ambition, cet objectif de faire de la Chine une des premières, sinon la première des grandes puissances tout court en 2049 et aussi un lieu de développement de l'innovation. Alors, effectivement, 2049, c'est encore relativement loin. Il y a quand même de fortes chances que les États-Unis continuent à courir en tête. Mais là, vous êtes dans un avenir de très long terme, une poursuite d'un objectif qui se développe, là encore, depuis plus de 60 ans. Alors après, il y a des priorités moins affichées, comme l'Inde, qui, elle, tient à apparaître comme un membre accompli, comme la preuve qu'elle devient une grande puissance à son tour. Et puis, vous avez le cas particulier de la Russie, qui est restée une des grandes premières puissances spatiales. Et ça, vous allez voir, c'est relativement compliqué. Alors, je ne reviendrai pas sur l'hyperpuissance spatiale américaine et le contrôle de l'espace. Xavier Pascheau en avait quand même très, très longuement et très clairement parlé. Je rappelle juste que, effectivement, l'espace fait partie de la culture américaine, ça fait partie de la destinée manifeste, ça fait partie de la frontière. On va retrouver très spontanément ces recours à un vocabulaire dans lequel, finalement, les États-Unis, qui n'ont jamais eu de colonisation, donc ne sont pas en train de faire une colonisation, parce que c'est complètement différent, et je suis la première à m'élever contre l'emploi du terme, mais en tout cas sont en train de se projeter sur de nouveaux... alors, j'aime pas non plus le mot territoire, parce que ce n'est pas des territoires, mais en tout cas sur de nouveaux espaces. Ça, je pense que c'est vraiment extrêmement important. Et ils sont les seuls à être dans cette problématique. L'Union soviétique ou la Russie n'a jamais eu ce genre de développement. Eux, c'était plutôt démontrer la supériorité de l'homme nouveau et de la science et du rôle du marxisme dans le monde du futur. Et du coup,
l'investissement réalisé par les États-Unis fait que l'espace est maintenant un élément clé de la sécurité nationale. Pas seulement sur le plan du militaire, mais aussi sur le plan du leadership culturel, mais aussi, bien sûr, économique. Et c'est ce lieu de démonstration du modèle économique qu'il scénarise aujourd'hui beaucoup à travers les réalisations, entre autres, d'Elon Musk. Alors, est-ce que cette vision structurante, elle est absolument incontournable? Certes, mais quand même, chacun des États va la décliner à sa façon. Et donc là, c'était le dernier élément que je voulais évidemment évoquer, c'est l'initiative du président Trump des forces spatiales, dans lequel, effectivement, on retrouve là encore toute une mythologie. Alors, l'espace, en Chine, donc, je le disais, c'est le lieu d'expression du rêve chinois. Alors, ça va de l'idée de rattrapage. Songez que la Chine a parlé de conquête spatiale, en tout cas d'accès à l'espace, 1 an avant le lancement de Spoutnik, ce qui prouve que c'était l'époque où elle était encore assez proche de l'Union soviétique, jusqu'à sa reconnaissance comme puissance à parité. C'est ce que j'évoquais, c'est cet objectif de 2049. Alors, des besoins propres, et c'est là qu'il me semble que c'est très important et qu'on a tendance à l'omettre, c'est que la Chine est un pays qui ne dispose pas des infrastructures classiques traditionnelles que nous avons. Et pour elle, le spatial, c'est vraiment le moyen de combler ce gap. C'est-à-dire que le spatial, il va permettre les télécommunications et donc la desserte générale de cet immense territoire. Il va permettre le téléenseignement, il va permettre la télémédecine, il va permettre la gestion du territoire avec l'observation de la Terre. Et donc, il y a véritablement des lignes de force très puissantes qui font que, de toute façon, le spatial chinois se suffit à lui-même et qu'il ne peut que se développer et prospérer. Alors, cette forte dynamique nationale, qui est alors civile, quand même, qui n'est pas une forte dynamique militaire, mais qui est complètement, effectivement, sous contrôle de l'État, elle prend en compte ce qu'elle voit de l'extérieur. Et on peut noter une inspiration du spatial américain avec justement, à partir de 2014, des décisions en Chine de l'intérêt d'une commercialisation de l'espace et du développement d'un secteur privé. Sauf que je n'ai pas le temps de développer ici, mais ça se fait selon des caractéristiques qui sont très particulières et très nationales et qui ont peu à voir avec l'ouverture des États-Unis. En revanche, et c'est ça qui nous intéresse sur cette question des rivalités scientifiques, des rivalités technologiques et politiques, c'est un discours, mais qui est permanent sur l'innovation. Il y a un nouveau livre blanc qui est sorti en janvier dernier et qui met ce mot d'innovation dès l'introduction et qui va le répéter jusqu'à plus soif. Le résultat, c'est quand même cette mission martienne de la Chine qui se déroule aujourd'hui en même temps que la mission martienne américaine et qui fait que, symboliquement, il n'y a aujourd'hui que 2 vaisseaux à la surface de Mars, le vaisseau chinois et le vaisseau américain. Alors, pour autant, la Chine récuse cette idée du cadre de rivalité mis en place par les États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis, spontanément et en l'instrumentalisant, remettent en place la compétition modèle guerre froide qui a l'avantage de parler au monde politique, je parle au Congrès qui doit donner les budgets, et de parler sur l'image générale des États-Unis. Alors la Chine, elle est toujours dans une position où elle dit « pas du tout, nous faisons du spatial parce que nous sommes une grande puissance et parce qu'une grande puissance ne peut pas ne pas être une puissance spatiale. Et si nous le faisons tout seuls et si nous sommes amenés à apparaître en compétition, c'est parce que les États-Unis nous ont toujours exclus de toute coopération. Chose qui effectivement est exacte au moins depuis 1998, puisque les États-Unis interdisent tout transfert de technologie à la Chine. En même temps, quand la Chine annonce son objectif de rêve chinois, elle est bien effectivement en train d'envisager une compétition quand même à terme avec les États-Unis. Mais cette vision du spatial en Chine, elle est très terrestre. Et par exemple, si vous prenez les routes de la soie, vous avez un volet spatial officiel qui s'appelle le Space Information Corridor et qui est véritablement l'intégration des systèmes de navigation, de télécommunication et d'observation de la Terre comme des éléments de ce déploiement des routes de la soie. Alors ça, c'est assez intéressant parce qu'en réalité, quand vous regardez un petit peu en détail, les systèmes qui sont mentionnés étaient des systèmes qui étaient déjà développés en parallèle et qui ont
sont simplement réintégrés dans ce projet global. Mais avoir la capacité à réintégrer des systèmes qui ont été déjà définis, ça prouve que vous avez quand même une vision d'ensemble et un pilotage global de votre secteur. Alors, je ne reviens pas sur cette place prioritaire de l'innovation, mais qui est quand même extrêmement importante. Et je voudrais quand même effectivement dire quelques mots d'un spatial militaire chinois, mais qui est plutôt en train de se développer aujourd'hui, et qui est en train de se développer aujourd'hui de manière originale, puisqu'il se fait dans le cadre de l'intégration civilo-militaire, et non pas du militaire au civil, qui doit permettre de développer des nouveaux systèmes qui seront mis, là pour le coup, à destination de l'armée populaire de libération. Et si vous regardez cette création de la 4e armée qui est en charge des forces spatiales, qui est liée à la réforme de l'APL de 2017 et qui a à Trump pour, je dirais, montrer qu'il fallait absolument créer des forces spatiales américaines, eh bien, cette 4e armée, elle est plutôt, je dirais, dans une optique défensive que dans une quelconque optique offensive. L'explication, selon moi, c'est que pour les Chinois, la militarisation de l'espace, elle est très prématurée. C'est-à-dire que ce soit en termes de budget ou en termes de moyens, ils n'ont pas besoin de cette ossature du spatial militaire qui est désormais totalement indispensable à l'ensemble des activités militaires, que ce soit du stratégique à l'opérationnel, du côté des États-Unis. Et donc pour la Chine, la course aux armements dans l'espace, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas beaucoup de bénéfices. Alors le spatial russe, aujourd'hui, je dirais qu'on va un petit peu retrouver toutes ces ambiguïtés auxquelles on vient de se heurter de manière extrêmement violente depuis quelques jours. Le spatial russe, il est d'abord mis au défi du XXIe siècle. C'est pour la Russie, aujourd'hui, la fin d'une époque qui était celle de cette fameuse parité qui aurait été du temps de l'Union soviétique et dont, en fait, je disais qu'elle a quand même disparu à partir de la fin des années 60, mais qui continuait à rester symbolique. Aujourd'hui, la Russie va cesser de coopérer avec les États-Unis dans les nouveaux projets habités autour de la Lune. Elle se tourne un peu plus vers la Chine, mais on voit bien que les projets ne sont pas encore très, très aboutis. J'ai pris l'extrait de la déclaration. La Russie et la Chine vont coopérer sur une station sur ou autour de la Lune. Alors, quand vous en êtes à pas exactement savoir ce que vous allez faire, vous voyez bien qu'il y a une tendance. Enfin, vous n'avez pas un projet construit comme peut l'être le projet américain entre autres Artemis. En même temps, vous avez un refus de ne pas continuer à avancer en termes technologiques sur tout ce qui va faire un petit peu la différence. Et cette question du lanceur super lourd qui va permettre peut-être un jour le voyage vers Mars, en tout cas d'enlever des charges lourdes et peut-être de construire des bases sur la Lune, etc. Ça, c'est quelque chose que la Russie poursuit. Alors qu'elle poursuit à petits pas, c'est ça la différence aussi, avec peu de budget et qui fait qu'on n'en voit jamais l'aboutissement. Et cette photo, elle était justement prise du président Poutine en train de au moment d'un tir depuis Vostochny. Ce qui reste à la Russie, c'est son affichage des capacités militaires. Et ça, c'est dès novembre 2021, avec ce tir anti-satellite réalisé par un missile depuis le sol et qui avait quand même déjà suscité pas mal de questions de la part de la communauté internationale, parce que s'il s'agissait pour la Russie de démontrer qu'elle était capable d'intercepter, alors toujours son propre satellite, puisque ce sont des tests qui se font sur ses propres cibles, on savait depuis très longtemps que la Russie était capable d'intercepter des satellites. Donc on a essayé d'interpréter le sens de cette opération. Moi, je m'y suis moi-même employée. Et moi, j'ai pensé que ça pouvait aussi avoir avec la dissuasion nucléaire, puisque le missile qui était utilisé était aussi une version qui existait en missile antimissile autour de Moscou. En tout cas, on avait en quelque sorte, alors c'est très facile de regarder derrière soi, c'est l'avantage des historiens, c'est qu'en général, ils se trompent rarement sur les projections de l'avenir, puisque ça s'est passé dans le passé. Donc là, effectivement, c'est très facile. Mais c'est vrai que cet essai-ASAT de novembre 2021, il témoignait quand même aussi sans doute d'un durcissement de la Russie et d'une manière de vouloir à tout prix revenir sur le devant de la scène. Et je vous mets cette planche qui correspond à la totalité des satellites lancés de 1957 à la fin de l'année 2015. Et là, vous voyez 3852 satellites lancés par la Russie. Alors,
Alors, je reviens, alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière et comment je reviens en arrière là. Bon, ça n'a pas marché. Mais si vous restez dans l'image que je vous ai montrée de cette masse de satellites qu'il y a maintenant sur le continent américain et de cette faiblesse de l'activité russe, on mesure bien le temps qui a passé et qui s'est écoulé. Donc l'affirmation de puissance russe, elle se fait aujourd'hui dans l'espace avec des moyens technologiques limités. J'essaie de voir l'heure, mais tant que ça va encore, c'est encourageant. Donc l'affirmation... 10 minutes. L'affirmation de puissance, elle se fait avec des moyens technologiques extrêmement limités. Et là, on est dans un cas où l'espace est bien un lieu de rivalité politique, c'est bien un lieu de rivalité technologique, mais c'est un lieu de rivalité technologique pas forcément innovante. Et ça, je pense que c'est important aussi à garder en mémoire parce que dans l'espace, on peut faire des choses de manière très complexe, très coûteuse, très sophistiquée et très performante. Mais on peut aussi faire un espace beaucoup plus rustique, beaucoup moins cher et qui, d'une certaine façon, peut suffire à être handicapant vis-à-vis d'autres puissances spatiales. Et je pense que les États-Unis, de ce point de vue-là, sont aussi très soucieux de cet espace un petit peu militaire rudimentaire qui pourrait être développé par certains de leurs adversaires. Alors, quand on regarde le spatial militaire, il se trouve que je faisais une conférence à Nice il y a 15 jours, et je regardais le secteur spatial russe plus précisément, finalement, ce qu'on constate, c'est que ce qui a le mieux survécu, c'est le spatial militaire par rapport au spatial civil. Tout ce que je disais de la Chine portée par son marché intérieur, portée par ses besoins en développement, portée par son investissement, etc., ça n'existe pas en Russie. Si vous regardez l'activité spatiale dans le domaine de Skolkovo, qui est cette cité de l'innovation à proximité de Moscou, eh bien vous apercevez qu'il n'y a quasiment pas d'activité spatiale. C'est vraiment marginal. Et les quelques projets qui ont pu, à un moment ou à un autre, émerger sont partis se réaliser aux États-Unis. Donc en fait, on se rend bien compte que là, on est dans un spatial où finalement, les défis du XXIe siècle, ils n'ont pas pu être saisis parce que la Russie est en retard sur l'innovation, parce que la Russie est en retard dans le monde de l'électronique et parce que la Russie n'a à la fois pas d'investissement, pas de budget et sans doute pas de projet politique qui puisse porter véritablement, à la différence de la Chine ou même de l'Inde, ses ambitions spatiales. Et ce spatial, il est resté d'autant plus militaire que finalement, en Russie, il est toujours lié très étroitement précisément à ces fameuses armes nucléaires dont on vient bien de voir avec la dernière déclaration du président Poutine, à quel point c'est quelque chose d'absolument fondamental et essentiel dans leur vision du monde. Or, les satellites continuent évidemment à faire de l'alerte précoce dans le cadre des lancements de missiles et ils ont ce rôle stabilisateur ou, je dirais, d'alerte qui est extrêmement important. Et donc la Russie a développé régulièrement, a mis en œuvre des technologies qu'elle avait déjà avant, qu'elle a adaptées et qui sont assez classiques. Donc c'est ces fameuses inspections en se rapprochant de satellites, c'est ce système de la Matryoshka où c'est un satellite qui lance d'autres satellites, et puis c'est ce dernier essai ASAT de 2021 qui est quand même relativement surprenant. Alors, usage politique des ASAT sans aucun doute, mais ça ne cache pas les faiblesses du spatial russe aujourd'hui, pas de nouvelles technologies, pas d'effet d'entraînement du spatial. Si bien qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est quel est le devenir du spatial russe ? Alors, le devenir du spatial russe, ça c'est quand même un vaste sujet, parce que depuis 1991, c'est la question qu'on se pose tous. Comment le spatial russe va-t-il faire évoluer et éviter la mort du spatial soviétique, qui était un spatial pléthorique, relativement ancien sur le plan technologique, etc. etc. De 1991 jusqu'à 2021, ça fait 30 ans si je compte bien. En 30 ans, ce spatial, il n'a pas véritablement réussi à se réformer, il n'a pas véritablement réussi à se moderniser complètement. Il y a toujours de très lourdes entreprises qui sont toujours, d'une certaine manière, en faillite, d'un point de vue économique, mais il continue à produire et il continue à exister. Donc c'est en quelque sorte un petit peu l'énigme du spatial russe que tout le monde a annoncé mort depuis très longtemps et qui en réalité se survit.
Désormais, ça va être encore plus compliqué puisque toutes les questions de coopération et de sous-traitance que j'évoquais, qui permettaient aussi au spatial russe d'avoir une place sur la scène internationale, sont en train évidemment de souffrir extrêmement aujourd'hui. Et donc, pour finir, j'en viens quand même un peu à la fin de mon propos, on voit bien que dans ces cadres de rivalité, qui sont des rivalités, comment dirais-je, un peu structurelles, mais qui ne se traduisent pas forcément par des rivalités qui vont officiellement à l'opposition, on a une question qui est particulièrement délicate, qui est celle de la sécurité spatiale. C'est-à-dire, effectivement, comment fait-on régner dans l'espace les conditions qui vont permettre de poursuivre cette activité dans de bonnes conditions. Et ça rappelle ce que je disais précédemment sur les problèmes de l'interdépendance. Sans compter que quand vous avez des acteurs privés qui se mettent à effectivement gagner de l'argent et remplir une activité économique dans l'espace, il faut aussi leur garantir la paix de manière à ce que leur propre programme puisse se dérouler de façon normale. Alors, les grands principes juridiques, ils sont assez sommaires, hein, c'est ceux du traité de 1967, liberté de circulation, liberté d'utilisation, espace bien commun de l'humanité, une seule interdiction explicite, la mise en orbite d'armes de destruction massive. Bon, ce qui en soi était quand même déjà quelque chose qui avait peu de chances d'arriver, ne serait-ce qu'à cause de l'inefficacité du concept. À partir de là, vous avez et non-appropriation. Et à partir de là, vous avez des interprétations. Il faut bien penser que le traité de 67, s'il a pu être signé quasiment par la totalité de la planète 10 ans seulement, écrit et signé 10 ans seulement après le début de l'activité spatiale, c'est bien parce qu'on a accepté de laisser des zones d'ombre qui fait que les États ont pu signer sans s'engager trop. Et là, en 67, on est avant la marche sur la Lune, donc on est quand même dans une époque où le spatial va très vite. Or, aujourd'hui, on voit des interprétations qui sont extrêmement intéressantes. Alors, il y a la vieille interprétation, usage pacifique de l'espace, il y a plein de satellites militaires. Oui, mais on vous dira, les satellites militaires, s'ils sont défensifs et pas offensifs, c'est un usage pacifique. C'est une interprétation que les Américains ont portée et qui a fini par être admise. On peut citer d'autres exemples. Aujourd'hui, les États-Unis disent que sur la Lune, ils vont faire des zones de sécurité, mais ça ne sera pas une appropriation parce que ça sera une zone de sécurité temporaire. Les États-Unis annoncent la possibilité d'exploiter des ressources spatiales, des ressources célestes, des astéroïdes, forêts sur la Lune, etc. Là encore, ce n'est pas de l'appropriation parce qu'ils prélèvent la ressource, mais ils ne s'approprient pas le corps. On voit bien que quand même, il y a des passages juridiques qui demanderaient à être précisés. Et en même temps, au-delà de tous les appels que tout le monde fait à il faut modifier le traité de l'espace, etc., un certain consensus sur le fait que ça va être tellement compliqué de modifier le traité sur l'espace que peut-être qu'en fait, effectivement, on va continuer avec. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que les satellites aujourd'hui sont des multiplicateurs de force et des éléments de sécurité nationale. Donc on rentre dans cette logique américaine qui, pendant des années, a préféré la sanctuarisation de l'espace, puisque finalement, le plus important pour eux, c'était que ces moyens-là ne soient pas mis en danger. Les choses ont changé à partir du milieu des années 80 avec le programme d'IDS de Reagan. Elles changent encore de plus en plus parce que les technologies changent et parce que les États-Unis ont réalisé un investissement tel qu'aujourd'hui ils ont des moyens tout à fait performants et aussi parce qu'ils sont les seuls à disposer de ces moyens-là, ce qui fait qu'ils sont plutôt aujourd'hui dans l'idée que c'est une forme de contrôle de l'espace qu'ils entendent établir. Donc, la gestion de la sécurité dans l'espace, elle se fait essentiellement aujourd'hui à l'initiative des États-Unis. Donc, prenez le STM qui est la gestion du trafic spatial, prenez la question de la surveillance de l'espace pour savoir si tout se passe bien et si votre satellite n'est pas menacé, même involontairement, je dirais. Prenez la question des services en orbite, l'exploitation des ressources célestes. À chaque fois, ce sont des initiatives américaines qui sont en avant. Et aujourd'hui, on voit bien, c'était
était également cité dans le discours que j'évoquais de Toulouse, la poursuite de l'autonomie. Et en France, nous avons développé cette stratégie spatiale de défense en 2019, mais on voit aussi cette proposition que l'Union européenne porte en termes réglementaires un système de gestion du trafic. La difficulté, c'est que si vous voulez faire des réglementations internationales, ça suppose quand même que vous ayez vous-même des moyens suffisants pour être capable d'offrir cette capacité. Or, c'est là la grande différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis disposent des moyens de surveillance spatiale et les font très largement partager. De la même façon, ils ont des outils pour une gestion du trafic que nous n'avons pas encore aujourd'hui. Alors, je termine, il ne me reste plus que 2 planches. Si on regarde aujourd'hui les satellites militaires en orbite, bien, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a une masse de satellites américain qui est très largement supérieur. Hein. Donc ça, c'était en 2015, ça c'était en 2020, en avril 2020. Vous voyez un certain nombre de satellites russes, mais ils sont aidés par toutes ces constellations de satellites de navigation GLONASS. Vous voyez un nombre croissant de satellites chinois, mais là encore, vous êtes dans des satellites de navigation, donc ce n'est pas directement des satellites militaires. Mais ce sur quoi je voudrais appeler le plus votre attention, c'est ces satellites en parme qui correspondent aux satellites technologiques. C'est comme ça qu'ils sont désignés et qui, en quelque sorte, correspondent aux gains de capacité futures que les États-Unis sont en train de mettre en place par rapport au reste du monde. Et si vous comparez, vous voyez que les satellites géologiques chinois, vous n'en avez pas beaucoup, vous en avez quelques-uns russes, mais ils sont principalement militaires. Et puis ben, vous voyez, en ordre dispersé en Europe, alors c'est un petit peu mieux aujourd'hui puisqu'il y a eu quelques lancements de satellites militaires européens, dont des satellites militaires français qui ont été réalisés récemment, mais là encore, on remesure bien le poids de ce qu'est cette activité du spatial militaire, difficilement contestable en termes de supériorité. Alors, est-ce que l'espace est un lieu de conflit ? Alors ça, c'est la grande question. On parle beaucoup de la guerre dans l'espace. Hein. On considère, la plupart des discours depuis 5 à 10 ans disent, comme tous les milieux, le milieu spatial va devenir un milieu de guerre et de conflit. Okay, mais le milieu spatial, ce n'est pas le même milieu que les autres milieux. Donc, comment conduire la guerre dans ce milieu-là ? On s'aperçoit qu'on parle plus de capacité de défense active, mais capacité de défense, c'est-à-dire en fait se mettre dans l'idée qu'on va surtout essayer de protéger ces satellites parce que finalement, ils représentent une ossature sur laquelle on croit et qu'on utilise de plus en plus. Alors, les propositions russes et chinoises d'interdiction des armes dans l'espace, je les cite pour mémoire, hein. Elles ont été en 2008, elles n'ont jamais évidemment recueilli l'aval des Américains. Elles sont clairement faites pour freiner autant que se peut l'avance américaine. Elles manquent de définition et elles correspondent aussi au fait que les Chinois et les Russes ne se sentent pas, eux, menacés directement dans l'espace, même si les capacités américaines le pourraient, tout simplement parce qu'ils n'utilisent pas de la même façon leurs satellites et que leur satellite ne fait pas partie de la même manière de leur sécurité nationale. On a cette reprise des essais qui, effectivement, est un mauvais signal. Et puis, la grande question qui se pose aujourd'hui, si l'espace doit devenir un lieu de conflit, eh bien finalement, quelle sera l'autonomie de l'Europe pour apprécier la réalité de ces attaques, la réalité de ces batailles potentielles de satellites, ou au moins de ces menaces, parce qu'aujourd'hui, on est plus dans l'idée de ce qu'on appelle une dissuasion spatiale, c'est-à-dire en fait d'avoir des moyens qui permettent de dissuader un adversaire potentiel de vouloir affaiblir vos capacités spatiales et donc de vouloir rendre vos satellites inefficaces, soit temporairement, soit définitivement. Donc, en guise de conclusion, quelques éléments de réflexion, parce que effectivement, c'est un vaste sujet. Vous avez pu voir, j'en ai abordé différentes facettes. On a la révolution du privé. C'est un élément important aujourd'hui. Même si on pourrait parler des mythes et des réalités du New Space, et on pourra en discuter avec les questions, il y a un besoin supplémentaire de sécurité. Si vous investissez dans l'espace, si vous avez des activités économiques dans l'espace, et si vous prétendez faire une desserte mondiale avec vos satellites, il faut que vos satellites, effectivement, on puisse être sûr de les utiliser.
Il y a des activités iconiques aujourd'hui, les constellations, c'est ce fameux projet européen d'une constellation comparable à Starlink qui donnera à l'Europe son autonomie et son indépendance. C'est l'idée qu'il va y avoir des petits satellites et des petits lanceurs et que ça va changer un petit peu les règles du jeu. Très souvent dans la littérature spatiale, on vous parle de démocratisation de l'espace. Bon, c'est un mot facile, je pense qu'on pourrait en discuter. Autre élément qui amène à se poser des nouvelles questions, c'est cette question de l'exploration, qui bien sûr, elle est pacifique, mais de l'exploitation, qui suppose que là encore, vous soyez capable de maîtriser et de garantir la sécurité de vos investissements. Avec un cas à part, c'est cette énorme avance technologique américaine qui fait qu'effectivement, ils sont aux premières loges et en avance de phase sur toutes ces questions. Alors, du contrôle de la sécurité des activités à la maîtrise du milieu, je boucle un petit peu avec mon début. Hein. Alors oui, on voit. Il existe depuis le début de l'ère spatiale un certain nombre de travaux dans lesquels on parle de la nécessité de contrôler la Lune, de la nécessité de contrôler les points de Lagrange. Les points de Lagrange, ce sont ces points qui servent, qui en quelque sorte permettent un équilibre permanent entre la Terre, enfin si c'est dans le cas de la Terre et la Lune, donc vous avez la Terre, vous avez la Lune, vous avez un point de Lagrange et les trois sont toujours en équilibre les uns par rapport aux autres. Bon, effectivement, à partir de là, vous pourriez vous déplacer dans l'ensemble du milieu spatial occupé de façon à intervenir à un moindre coût. Ça paraît encore un peu futuriste. Aujourd'hui, on est plutôt dans les capacités à fixer les règles du jeu. Donc c'est Artemis que j'évoquais avec cette histoire de un paramètre de sécurité sur la Lune, c'est la gestion du trafic spatial, et c'est même par les États-Unis l'introduction d'acteurs privés comme offrant finalement à l'ensemble des utilisateurs du spatial des éléments qui leur permettront d'avoir une idée de l'état de l'activité spatiale et du trafic spatial. Alors, il y a un dernier élément, effectivement, qui est à prendre en compte et qui rend l'espace, dans cette ambiguïté des relations de pouvoir, en tout cas des rivalités technologiques, c'est cette fameuse question de l'industrialisation de l'espace. Est-ce qu'on va y venir? Ça veut dire des services en orbite, ça veut dire peut-être des usines dans l'espace, ça veut dire peut-être une forme d'économie qui s'auto-entretiendrait. On en est encore loin, mais c'est sans doute malgré tout une porte qui s'ouvre. Et puis c'est derrière ces bons vieux outils qui sont à la fois le contrôle des technologies sensibles, et là vous vous doutez bien que les États-Unis ont la main sur effectivement à peu près toutes les technologies sensibles, et cette question des coopérations que vous allez décliner en fonction de vos choix et de l'impact que vous allez vouloir avoir sur la scène internationale et de la manière dont vous allez précisément donner à votre activité spatiale et à votre présence dans l'espace une place dominante, ou en tout cas une place de leadership à minima. Voilà, j'ai essayé de tout boucler dans un délai un peu court. Je suis désolée, je suis passée très très vite, mais on a les questions. Merci Isabelle. Merci pour cet exposé très complet. Je vais laisser assez vite la parole à la salle. Peut-être une question, parce qu'effectivement, dans ta présentation, on voit bien toute la problématique d'occupation de l'espace par les satellites, la question de l'exploitation du satellite naturel qu'est la Lune, mais l'idée qu'il puisse y avoir des navettes, des véhicules dans l'espace, y compris au plan militaire, qui pourraient être prestataires de services ou être moins vulnérables que d'autres. Voilà. À un moment, tu as parlé du point haut, mais en raccrochant ça au satellite, en disant bah oui, mais le point haut, bon, c'est assez limité. Mais enfin, en revanche, un véhicule, qu'est-ce qui se passerait? Et on voit bien quand même que là, il y a des pays qui ont de l'avance et d'autres pays qui ont du retard. La navette X-37B, elle existe. Les États-Unis la font tourner depuis maintenant 2 ou 3 ans. Elle est capable de passer plus d'1 an en orbite, peut-être même, je ne sais plus si elle n'est pas arrivée à 18 mois ou 2 ans en orbite. C'est un programme complètement secret. On ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Elle est totalement en mode automatique. Voilà.
Et effectivement, la seule communication qu'on a dessus, c'est que c'est un programme technologique. Donc oui, cette avance, elle est absolument fantastique. Alors, mais qui pourrait être aussi bien le prélude à des avancées technologiques civiles, mais à des ouvertures vers le spatial militaire. Elle est beaucoup plus une ouverture vers le spatial militaire, du côté du spatial civil, mais qui a aussi des connotations militaires, parce que ça permet la pérennisation des satellites, c'est plutôt le service en orbite, etc. Ouais. Là, la navette spatiale, oui, c'est une navette spatiale, automatique militaire, elle est beaucoup plus dans l'expérimentation de ce qui peut être fait, effectivement, avec un véhicule en orbite permanente. Tant que, je dirais, il n'y a que la Russie qui est capable, en plus, de faire un suivi permanent de l'activité dans l'espace, et tant que l'Europe n'a pas encore réussi à se doter de cette surveillance-là, c'est particulièrement facile pour les États-Unis de développer leurs opérations et leurs activités. Alors, bien évidemment, l'Europe, en tant qu'Européenne, il m'importe qu'on développe cette activité de surveillance de l'espace, même si on a déjà des embryons. Et donc, dans la salle, je dirais que l'ONERA est particulièrement bien au courant de ce qui a pu être développé. Ça a déjà été évoqué avec les radars graves. Mais c'est vrai qu'il faudrait absolument que l'Europe soit dotée d'une capacité permanente. Et derrière, vous avez bien sûr la Chine qui est en train de monter, mais pour la même raison. Parce qu'aujourd'hui, un satellite chinois qui tombe en panne, ça peut être une panne regrettable, mais ça peut être aussi une panne provoquée. Et les Chinois n'ont pas véritablement les moyens aujourd'hui de la viser. Bon, ils ont un satellite qui a été détruit apparemment par un 3e étage de vaisseau russe qui était devenu inopérant, un débris. Mais très souvent, c'est une information qui est d'origine américaine. Donc, et on le sait bien en Europe, avec une anecdote sur la fameuse queue de notre petit satellite Cerise, qui aurait été coupée au moment du lancement par effectivement un choc avec un 3e étage d'un lanceur dont on pensait que c'était Ariane en fonction de ce que disaient les Américains, voilà, et dont effectivement derrière les spécialistes ont découvert que non, c'était bien un 3e étage, mais c'était pas une Ariane, c'était je crois un Atlas américain qui passait par là. Et tant qu'à nous informer que malheureusement on avait eu un petit souci, ils avaient choisi de nous dire que c'était notre problème plutôt que leur problème. Ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais fondamentalement, je veux dire, effectivement, c'est vital aujourd'hui qu'on soit capable de surveiller l'espace et qu'on soit capable d'établir des règles de trafic spatial qui prennent en compte finalement, effectivement, l'ensemble des acteurs. Mais comme tu le dis et comme je crois que l'avoir montré, quand vous avez un acteur américain qui a une telle avance par rapport à tout le reste et qui a fait l'effort de cette avance-là, parce qu'il l'a payé, enfin, le contribuable américain, ça fait des années et des années qu'il investit dans l'espace. Effectivement, on se retrouve dans une situation très déséquilibrée. Alors, la deuxième question, c'est qu'on voit bien que la redondance ou la possibilité de basculer sur d'autres systèmes en coopération assure la continuité un peu quoi qu'il arrive, mais quand même tout repose sur le fait, un pacte de non-agression des grandes puissances spatiales entre elles. La crise de l'Ukraine montre qu'on est à un cheveu quand même non pas d'une confrontation, mais en tout cas d'un antagonisme fort entre les Occidentaux et la Russie. Alors, quid si justement on revenait à une ère géostratégique où les grandes puissances entre elles, donc des rapports très antagonistes, très compétitifs, pouvant amener à des conflits en mer de Chine, Taïwan, etc. On voit bien. Est-ce qu'à ce moment-là, la première chose à faire serait pas de couper tous ces satellites, parce qu'on met en croix, et le premier qui tire est le premier qui a gagné, parce qu'on met en croix toutes les capacités d'observation, de guidage, de géolocalisation des technologies militaires. Dans les littératures grises, au moment de la première guerre d'Irak, il y avait un regret du côté russe que les Irakiens n'aient pas voulu acheter les balises de brouillage GPS qui auraient bien embêté les Américains, bien ennuyé les Américains dans leur frappe. Donc ça, c'est quelque chose qui était un risque qui maintenant a été dépassé. Bon, vous entendrez aujourd'hui des experts dire qu'un certain nombre de tirs russes qui ne tombent pas exactement à l'endroit où ils devraient tomber, en ce moment, pourrait être un effet de
brouillage de GLONASS par des... Bon, la vraie difficulté, si vous voulez, c'est de faire la preuve de quoi que ce soit, dans ce domaine. D'un point de vue pratique, alors moi déjà la guerre dans l'espace, c'est une idée que j'aime pas trop parce que je pense qu'on se la représente à la Star Wars, et que bon, ça c'est sûr, c'est pas vrai, mais on peut parler de bataille des satellites. Bon, moi je veux bien qu'on parle de bataille des satellites, mais à mon sens, mais je suis pas. Alors là, pour le coup, il y a quand même, je crois qu'il y a une conférence qui est prévue à la fin de l'année. Bon, il y a quand même des experts bien plus compétents que moi, et donc c'est le métier. Mais je pense que la vraie difficulté, à partir du moment où les États-Unis, qui sont ceux pour lesquels vraiment l'espace est un élément de sécurité absolument crucial, les États-Unis ont déclaré depuis déjà plusieurs années que toute attaque contre un de leurs satellites, et ils ont les moyens de voir que c'est une attaque contre leurs satellites, serait considérée comme un acte de guerre auquel ils répondraient par n'importe quel moyen, dans n'importe quel domaine. Donc ça déjà, les choses, elles sont clairement posées. Quand on regarde le nombre de satellites américains qui existent, qu'on sait que ces satellites, ils sont durcis, qu'ils sont manœuvrants, et que pour tous les autres pays, ils sont sur des orbites qu'on ne connaît pas, parce que précisément, c'est bien ça l'avantage, c'est leur plus grande sécurité pour les Américains. Alors les Russes, oui, connaissent un peu, mais bon, voilà. Donc à partir de là, le tir depuis la Terre, c'est quand même très compliqué, parce que vous imaginez la batterie de missiles qui doit partir au tenté au moment où les satellites en question sont en train de survoler le territoire où est placé le missile, etc., pour faire des tas de débris qui rendent le milieu assez impraticable, c'est sûrement pas la meilleure option. Donc ce qu'on peut imaginer, ça peut être des attaques de satellites différentes, donc effectivement, du brouillage, des lasers, des cyberattaques, etc. À partir de là, ça va être un problème de comment on se fait prendre ou pas prendre. Et justement, c'est ça peut-être le plus grand danger dans l'espace, c'est cette zone grise, c'est-à-dire votre satellite qui tombe en panne. Les Chinois mettaient en avant, avec, on va dire, je ne sais pas si c'est de la très bonne foi, mais enfin, ils mettaient en avant le fait qu'ils pouvaient toujours craindre que les Américains, dans le cas d'une frappe préemptive, aillent annihiler un certain nombre de leurs capacités. Alors, sur un conflit régional comme Taïwan, il y a des moyens classiques qui sont opérants. Bon, un avion qui passe avec un pan de côté, etc., il peut prendre des images largement autant qu'un satellite. Mais quand on voit la masse de satellites d'observation de la Terre que les Chinois ont lancés ces dernières années, on se rend bien compte qu'ils sont en train de s'appuyer de plus en plus, eux aussi, sur leur capacité spatiale. Donc là, je dirais, dans l'espace, si vraiment on veut annihiler les capacités de l'adversaire, aujourd'hui, atteindre efficacement les forces américaines, ça serait vraiment compliqué et risqué. Après, pour des forces européennes ou françaises, ça deviendrait beaucoup plus facile dans la mesure où on a beaucoup moins de satellites. D'où l'intérêt de ces constellations, de cette redondance et des petits lanceurs qui potentiellement permettraient de reconstituer. Maintenant, la question, c'est jusqu'à quel point empêcher ces satellites de fonctionner est prioritaire dans le cadre d'une attaque. Et là, vous retombez dans cette espèce d'écart. Oui, empêcher les États-Unis d'utiliser leurs satellites, ça serait un avantage extraordinaire, mais comment faire ? Alors on revient, puisque tu l'as plus ou moins annoncé, on reviendra dans un colloque qui aura lieu le 8 juin en matinée de 9h à 13h sur les problématiques de la guerre dans le cyber et de la guerre dans l'espace. Le cyber, aujourd'hui, il y a l'anonymat. Si on comprend bien, dans le domaine de l'espace, il n'y a d'anonymat que parce que nous n'avons pas les moyens d'observation suffisante de ce qui s'y passe. Alors, je vous passe la parole, je résumais. Oui, voilà. C'est ça. Mais après, il peut y avoir des armes laser qui sont tirées de loin, ça va être compliqué. Enfin, bon, voilà, ça c'est... Donc, notez déjà sur vos tablettes le 8 juin. 8 juin. Et toi aussi, parce que tu es invité. Moi aussi. Monsieur Wardès, parce que c'est vous qui a entamé le... En effet, oui. C'est moi qui ouvre le bal. Allez-y. Et justement, j'aimerais revenir, Madame Saubers-Verger, sur ce que vous avez dit il y a peu. C'est-à-dire qu'en cas d'attaque confirmée sur des satellites américains, il y aurait du coup des répercussions immédiates sur Terre par ces derniers. Pourtant, cette continuité entre le domaine terrestre et spatial a ses limites du point de vue du droit international. Les missiles antisatellites russes, ASAT, ne sont pas considérés notamment comme des armes spatiales.
Du coup, ma question, et je crois qu'elle avait été relayée notamment dans un rapport d'information à l'Assemblée nationale, ce serait de savoir s'il serait profitable sûrement, mais est-ce qu'il serait possible ou non d'interdire la prolifération de ces missiles Assad qui sont aujourd'hui, je dirais, en dehors de tout contrôle? D'accord, merci. 18 000 vues sur Twitter, il paraît, là, à ce stade. Alors, on va continuer parce que je crois que Bar en avait 20 000, mais c'est bien, c'est très bien. Alors, deuxième question. Verger, merci pour votre intervention. J'avais une question plutôt sur le CNRS comme centre de recherche qui est classé au premier rang au niveau mondial, au niveau européen. Vous faites partie notamment du programme Horizon Europe qui succède à Horizon 2020 pour avoir une recherche plus autonome et stratégique en Europe. Est-ce que, quelles sont réellement les implications de ce programme Horizon européen pour le CNRS? Voilà, c'est une question un peu plus... Merci Mathieu. Je ne sais pas ce qu'elle est un peu plus, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu plus vaste. D'accord. Merci, merci. Alors, autre question? Bon, c'est déjà assez divers avec deux, non? Avant que j'oublie. T'en en prends passe-moi un trois. papier, un crayon. Ah ben, hop, mes petits papiers. Alors, troisième question, après je prendrai... Non, mais j'ai ça dans mon sac, si vraiment... Voilà, merci. Vous deux? Hop, non, ça me suffit. Non, c'est entre les Assad et le CNRS avec Horizon. Merci. Une troisième question. Alors, monsieur. Merci beaucoup pour votre conférence. Donc, vous avez parlé de la faiblesse de l'encadrement juridique encadrant l'espace, avec un encadrement juridique qui repose essentiellement sur un traité datant de 1967. Donc, je voulais savoir si, selon vous, on devrait légiférer davantage sur l'espace et qui serait légitime pour légiférer dans le domaine spatial. Merci. J'ai pas dû être assez clair. Bon, allez, cette fois, tu réponds et puis je prendrai un deuxième cycle de 3 questions tout à l'heure. D'accord. Alors, je vais commencer par celle-là, si vous me permettez. Légiférer, alors, on légifère dans le spatial aux Nations Unies. C'est l'organisme normal. On légifère sur les aspects, je dirais, de sécurité à la conférence du désarmement. On a un organisme spécial qui s'appelle le COPUOS, le Comité des usages pacifiques de l'espace, qui a à la fois, c'est très bien fait, un volet technique et un volet juridique. Alors maintenant, quand vous voulez faire un traité international et que vous voulez qu'il soit efficace, il faut que tout le monde le signe. Je vais vous prendre un exemple simple. Il y a eu un traité sur la Lune qui a été proposé au milieu des années 1970. Ce traité sur la Lune, il prescrit qu'on ne peut en aucun cas s'approprier quoi que ce soit sur la Lune et que c'est un bien commun de l'humanité, etc., etc. Il n'a pas été signé, il n'a pas été ratifié. Donc, en réalité, vous ne pouvez proposer de manière efficace, parce que vous pouvez toujours... Il y a en permanence au COPUOS des discussions sur, depuis 2008, la question de la sécurité dans l'espace, etc., etc. Il y a en permanence des sujets. Mais vous ne pourrez avancer sur un domaine international et fixer un droit international véritablement opérationnel que si vous convainquez les principales puissances spatiales de le signer et de le ratifier. Or, aujourd'hui, les intérêts de ces puissances spatiales ne sont pas convergents. C'est-à-dire, je vais vous prendre un exemple très simple. Au milieu des... vous aviez le groupe des 77, pareil, dans le milieu des années 70, qui avait imaginé qu'on pourrait faire de l'orbite géostationnaire, celle qui à l'époque était très intéressante parce que c'était là qu'il y avait les satellites de télécom. Maintenant, on envisage les orbites basses. Ces pays, dans le plan de l'équateur, le groupe des 77 avait dit on va étendre jusqu'à l'orbite géostationnaire, une espèce de zone naturelle réservée aux pays équatoriaux. Et c'est nous qui distribuerons ou pas les positions sur l'orbite géostationnaire. Alors bon, c'est compliqué parce qu'entre l'orbite géostationnaire et la Terre, il y avait quand même 36 000 km d'altitude. Mais surtout, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il n'y a pas une seule puissance spatiale dans les pays équatoriaux. Donc ça a existé, il y a eu des discussions, il y a eu des travaux de juristes, ça s'est arrêté là. Il y a un autre grand sujet, l'observation de la Terre. À un moment, les États ont dit c'est bien gentil, on prend des photographies de notre territoire, on fait des images de notre territoire, c'est pas que des photographies, c'est pas du radar. On prend des images de notre territoire et des sociétés privées les commercialisent et gagnent de l'argent en violant en plus notre souveraineté et en menaçant potentiellement notre sécurité.
En gros, Nations Unies, on a dit oui, c'est bien ennuyeux. Et puis, on a signé des principes de la télédétection, qui sont des principes non contraignants, dans lesquels on dit, tout État... Alors, la formule, c'est, je la cite de mémoire, mais je ne pense pas beaucoup me tromper, c'est les États observés auront droit à des images de leur territoire à un prix raisonnable. Voilà. Donc, si vous voulez, la vraie difficulté, c'est qu'à partir du moment où, effectivement, il va y avoir un consensus sur le fait que créer des débris... Alors, créer des débris, par exemple, ça, c'est un vrai sujet pour tout le monde. Donc, les agences spatiales, elles ont fait un truc très efficace, elles se sont réunies entre elles et elles ont commencé à discuter des éléments techniques qui font qu'on pourrait faire de moins en moins de débris. Et ça marche. Mais après, vous avez... Cette vraie difficulté qui est à la fois d'être en phase sur les évolutions technologiques et d'accepter de vous contraindre si vous n'en retirez pas de bénéfices. Donc voilà. Et comme vous voulez faire un droit international dans un système où il n'y a pas de souveraineté, mais où vous avez la souveraineté sur l'objet qui circule dans l'espace, vous vous rendez bien compte que c'est quand même particulièrement délicat. Alors, autre vaste question, oui, le CNRS Alors, si je réponds déjà pour ce que je connais particulièrement bien, par exemple, ça serait la place du spatial au CNRS comme horizon stratégique, hein, puisque c'est à ça que vous pensez. Alors, en sciences dures, oui, beaucoup de choses, l'INSU, en astrophysique, les systèmes pour les ingénieurs, etc., etc. Il y a beaucoup de choses au CNRS. Si on parle des sciences humaines et sociales, je pense qu'en l'état actuel des choses, au CNRS, nous sommes peut-être 3 à 4. Vous voyez, il y a un sociologue, il y a une juriste, il y a une géographe, et je crois qu'on a fait le tour de la question. Je dis 4 parce que j'oublie peut-être un juriste, mais c'est tout. Donc là, vous mesurez bien l'importance qu'on accorde à l'espace du point de vue des sciences humaines et sociales. Et c'est plus la faute des sciences humaines et sociales que de la faute des sciences dures. J'ai plusieurs fois dans ma carrière, il y a ici des amis du CNES qui sont là, et plusieurs fois dans ma carrière, on a eu l'occasion d'aller proposer de faire une convention avec le CNRS et pour essayer de développer des activités dans les sciences humaines et sociales. Et je me souviens très bien d'une fois, ça devait être dans les années 2010, où devant moi, en présence, le directeur d'Institut des sciences humaines et sociales de l'époque, sans broncher, a regardé le représentant du CNES qui était là et qui était là pour proposer une convention, hein, donc pour proposer d'apporter de l'argent quand même, hein, l'air de rien. Donc l'a regardé et lui a dit « Mais vraiment, ça vous intéresse ?» Et là, si vous voulez, vous avez tendance à vous dire « Bon, voilà, ça c'est fait. » Donc aujourd'hui, les choses évolueront peut-être, mais on a cette vraie difficulté, mais c'est valable sur l'intelligence artificielle, c'est valable sur le génie génétique, c'est valable sur tous les sujets. C'est-à-dire que parler d'interdisciplinarité aujourd'hui, donc tout le monde voit bien l'intérêt, tout le monde trouve ça fascinant. Et évidemment, les gens qui en font au premier chef. Et puis dans la pratique, on développe un pôle des sciences humaines et sociales à Condorcet, à Aubervilliers, et un pôle des sciences dures à Saclay. Donc pour les rencontres à la machine à café, c'est compliqué. Question incidente, on a déplacé la tutelle de la recherche sur l'espace, oui, du ministère de la Recherche au ministère de l'Économie. Ça, c'est souvent. Oui, mais est-ce que ce déplacement de compétences était une bonne chose? Enfin, on voit bien que voilà, il manque un secrétariat interministériel ou une délégation interministérielle à l'espace, un endroit où quelque part on intègre les dimensions civiles et militaires, le privé et le public, les dimensions de la recherche dans les sciences dures et dans les sciences humaines, et puis les problématiques économiques et le fait que cette politique se balade d'un ministère à un autre. En plus de ça, au ministère de l'économie, elle n'est pas logée, je dirais, au plus près du ministre. Donc, non, mais c'est un point très, très pertinent. Il y a eu une délégation générale à l'espace. Elle a duré 4 ans ou 5 ans.
Et je dirais qu'elle a été un petit peu tuée par tous les acteurs. Ouais, et le CNES en premier, qui avait le sentiment que ça faisait un échelon intermédiaire, parce que dans les statuts du CNES, il est écrit quelque part qu'il fait la politique spatiale. En fait, à mon avis, c'était une grossière erreur, parce que la délégation générale à l'espace aurait beaucoup plus apporté en étant capable d'avoir cette vision interministérielle que le fait de passer d'un ministère à l'autre. Mais je disais que c'est pertinent parce que si tu regardes à l'Union européenne, le programme Galileo, et ça lui a valu quand même beaucoup de malheur, hein, il était géré par la délégation de transport. Ce qui donnait des choses fascinantes, comme la délégation de transport écrivant que le programme Galileo, ça coûtait pas bien cher, c'était l'équivalent de 150 km d'autoroute périurbaine. Alors c'est bien, en termes de budget, je vois les masses. Simplement, une autoroute périurbaine, vous n'avez pas des satellites en permanence qui changent, vous n'avez pas un segment sol à entretenir, vous avez rien. Enfin, ça n'a rien à voir, une autoroute périurbaine et un système de navigation par satellite. Donc en fait, on a cette vraie difficulté. Et aujourd'hui, le fait d'avoir remis le CNES sous tutelle, bien sûr, du ministère de la Défense et sous tutelle de l'économie, ça se fait à chaque fois avec beaucoup de grincements de dents, pour être très honnête. Maintenant, c'est cette espèce de nouvelle vision de l'espace qui va aussi avec l'idée Startup Nation et qui va avec aussi l'idée qu'il faut développer de plus en plus le volet économique de l'espace, ce qui est pertinent, ce qui est exact. Il existe ce volet économique de l'espace. Maintenant, l'espace, c'est aussi de l'investissement public. On voit bien comment on arrive à avoir un volet privé aussi important aux États-Unis, parce que derrière, il y a des milliards et des milliards et des milliards. Donc nous, on ne fait pas cet investissement public à cette hauteur-là, on s'attend à voir apparaître un investissement privé et c'est compliqué. En même temps, je pense qu'effectivement, il faut qu'on soit bien conscient qu'il y a des aires dans l'espace, se dire accent grave, c'est mon accent bordelais, dans l'espace, qui font que peut-être que aujourd'hui, de nouvelles activités spatiales, de nouvelles applications spatiales et un nouveau tissu spatial peut se mettre en place avec des entreprises, mais qui vont toujours être, je dirais, beaucoup plus dans la question de la donnée, la question du service, et c'est un autre volet du spatial. Mais les deux ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. Et effectivement, ce passage, l'absence de délégation interministérielle à l'espace, je pense que c'est un vrai souci. Je t'ai fait le tour pour non, j'ai pas répondu à la SAT. Aux missiles satellites. Moi, je veux bien, mais très honnêtement, je pense que la grande période des ASAT, c'est un peu révolu parce que du sol, hein, du missile du sol. Aujourd'hui, si vous voulez, quand vous tirez sur votre propre satellite, hein, l'Inde a fait ça en 2019, etc. Vous connaissez parfaitement la trajectographie de votre satellite. L'Inde, elle a même lancé un satellite spécialement pour ça, quelques mois avant. Donc, c'est relativement facile. Je dis relativement parce que intercepter, ça n'a jamais facile. Mais je veux dire que puis vous avez des façons plus ou moins propres, on va dire, de le faire. Vous pouvez exploser à proximité, puis le satellite est pris dans l'explosion. Vous pouvez vraiment taper le satellite, etc., etc. Donc, c'est quand même très, très compliqué. Ça suppose d'avoir une très fine analyse orbitographique de la cible. S'il n'est pas coopératif, si justement il est manœuvrant, ça va très vite, très bien. Ça crée beaucoup de débris. Donc aujourd'hui, cette idée de faire un traité anti-prolifération, ça ne paraît pas une extrême nécessité. Ceci étant, l'Inde a justifié de son tir de 2019 au motif que, n'ayant pas réalisé d'explosion nucléaire, elle avait été exclue du traité de non-prolifération nucléaire, qu'on ne lui referait pas deux fois la même histoire, et qu'à partir du moment où elle avait une capacité antisatellite, si un jour on interdisait la capacité antisatellite depuis le sol, eh bien, elle ferait partie des États qui étaient déjà dotés et qui donc auraient fait la preuve. Donc c'est pas totalement, voilà, votre question, elle est loin d'être absurde. À mon avis, dans la pratique, c'est pas le sujet qui me préoccupe le plus aujourd'hui sur la sécurité dans l'espace. J'ai peut-être tort. Hein. Merci. Alors, je prends d'autres questions. Mais il faudrait que je vois comme l'amphithéâtre est crépusculaire. Disons plutôt qu'on a un sacré, on a des sacrés trucs dans les yeux. Attendez, que je vois bien les mains se lever. Les étudiants d'abord, j'ai vu monsieur là. Les étudiants d'abord. Allez-y, monsieur. En attendant.
Question simple, à quoi sert Galileo aujourd'hui et quelles sont les perspectives d'emploi à moyen terme ou long terme? De Galileo. Galileo, d'accord. Ok. Autre question? Oui, Sacha, de nouveau. Ah, il y a monsieur qui est là-haut. Voilà, vous lui passez le... Parce qu'il est vrai que je ne vois pas bien. Levez-vous et passez-lui le micro. Bonsoir. C'est une question assez ouverte, mais que vous avez reprise plusieurs fois sur le New Space, justement. Vous avez mis plusieurs doutes sur ce terme qui est peut-être un peu galvaudé aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait avoir un développement un petit peu plus poussé, disons, sur vos vues concernant le New Space? Très bien, je crois qu'il y a une question ici. Monsieur Constantinos. Et ensuite, François. Bonsoir, Madame Vergeur. Je vous remercie de votre conférence. Je voudrais vous poser une question sur la sécurité spatiale que vous avez évoquée. Et de nos jours, on pourrait dire que le droit de l'espace est très peu développé si on le compare au progrès des recherches, comme vous nous avez montré, ou technologiques. Croyez-vous qu'il sera possible de formuler des règles de droit qui donnent des sens égaux à tous les pays, ou seulement les pays qui pourront financer ce type de voyage auront le contrôle total, comme les États-Unis que vous nous avez déjà montré? Et surtout, quand on voit que les traités internationaux sont parfois violés, comme en Ukraine. C'est-à-dire, est-ce qu'on verra un changement de cette égalité spatiale? Je vous remercie. Merci. François Sambussi. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Vous avez parlé très brièvement tout à l'heure de Taïwan. Est-ce qu'il y a un programme spatial spécifique développé par ce pays? Et deuxième pays qui est intéressant aussi, c'est le Pakistan, du fait de son arsenal atomique. Est-ce qu'il développe aussi quelque chose dans ce domaine-là? Je vous remercie. Merci beaucoup. OK. Alors, Galileo. Galileo, c'est un système de navigation et de positionnement. À quoi il sert? Il sert à permettre... Alors, je ne sais pas si votre question, c'est à quoi il sert en tant que système de navigation ou à quoi il sert en tant que système européen? D'accord. Alors, le système Galileo, il sert à nous donner notre autonomie européenne et à nous permettre d'être autonome, je dirais, même en termes de sécurité. C'est-à-dire que ça sert aussi bien pour caler votre téléphone, caler vos ordres bancaires, enfin, vous avez toute une activité qui est liée à la fonction temps de Galileo qui est extrêmement importante. Vous avez le positionnement des mobiles qui est extrêmement important. Vous utilisez Galileo aussi, enfin la navigation générale, mais Galileo aussi va être de plus en plus utilisé dans les aéroports pour faire atterrir et décoller les bateaux, pour gérer vos flottes. Les autobus avec le temps de passage que vous voyez dans Paris, ils sont calibrés à partir des balises, etc., etc. Alors en France, en Europe, on a vraiment tenu à développer Galileo pour être autonome et avoir, je dirais, notre propre responsabilité sur tous les services associés à Galileo, qui sont quand même extrêmement nombreux et qui sont des services à forte valeur économique. J'ai jamais compris exactement pourquoi, mais on dit que la précision de Galileo est supérieure à la position de GPS. Je suppose que c'est pour les civils et je suppose que c'est parce que aux hautes latitudes, on est peut-être un peu plus, mais je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, on a un système très performant pour les civils, ça c'est certain. La difficulté encore avec la navigation, c'est un petit peu par rapport à l'altitude, mais ça c'est aussi quelque chose qui s'améliore. Et quand vous voyez, par exemple, dans le projet de la route de la soie chinois, le fait qu'ils intègrent systématiquement les satellites Beidou pour précisément avoir cette maîtrise de la connaissance de l'activité des mobiles, c'est véritablement très important. Je pense que le programme Galileo pour l'Europe, c'était vraiment quelque chose qui s'imposait. D'ailleurs, dès les années 60, dans les travaux d'archives que j'ai pu faire, les industriels de l'époque avaient proposé un système de localisation.
qui paraissait vraiment une des priorités et une des premières choses à faire avec le spatial. Et puis bon, les technologies n'étaient pas matures, l'Europe spatiale a mis du temps à se mettre en place, etc. etc. Mais c'est un programme Galilée. Les programmes de navigation sont indispensables. Et en plus, vous utilisez souvent des puces qui utilisent 2 systèmes de manière à avoir une fiabilité et une corrélation et une vérification des données. Et avant la navigation, on avait des systèmes qui faisaient de la triangulation qui permettaient d'améliorer au niveau régional. Le New Space, bon, vaste sujet. Le New Space, je ne connais pas vraiment de définition parfaite de l'expression. Moi, j'ai tendance à penser, ça n'engage que moi, que c'est un phénomène qui, pour moi, s'inscrit dans l'écosystème américain en tant que tel, avec le développement d'acteurs privés issus d'un autre monde que le spatial. Le monde du spatial, en général, c'est l'aéronautique et la défense, un peu l'électronique au Japon. Là, c'est beaucoup d'acteurs du numérique qui choisissent de développer des programmes qui sont très étroitement, en termes de satellites, liés d'une manière ou d'une autre à de la gestion de la donnée. Donc ça, c'est vraiment un élément particulier. Deuxième élément du New Space américain, c'est, on l'a bien vu avec justement la société SpaceX, c'est un entrepreneur qui définit lui-même les caractéristiques du système de lancement qui lui paraît le plus rentable et le plus adapté à une activité économique. Alors, il ne développe pas ça de sa seule initiative, puisqu'il le développe aussi grâce aux subventions que la NASA et dans une moindre mesure le DOD mettent régulièrement, parce qu'il y a une décision qui date déjà d'Obama qui fait que la NASA estime que c'est à des sous-traitants dorénavant de remplir ces tâches et pas à la NASA de développer ses propres lanceurs. Donc ça, je dirais que c'est le volet américain. Après, derrière cette définition minimale, il y a effectivement toute la question où moi, je me sens très honnêtement mal armée pour répondre, qui est celle de ce nouvel âge du spatial qui vient en parallèle de l'âge ancien ou en superposition de l'âge ancien et qui correspond à des acteurs qui sont d'une génération différente, qui sont nés dans un monde qui n'a plus rien à voir avec celui de la rivalité des grands et qui perçoivent l'activité spatiale un petit peu comme une activité parmi d'autres, qui est une activité économique. Le spatial, vous pouvez voir le milieu en tant que tel, mais vous pouvez aussi voir que c'est des satellites qui servent à un certain nombre de fonctions et que dans ces fonctions-là et dans ces missions-là, vous avez différentes opportunités économiques et vous allez penser innovation, vous allez penser petites entreprises et toute une série d'applications qu'on a du mal à imaginer et je pense qu'en particulier les gens de ma génération ont du mal à imaginer parce que c'est un autre spatial parallèle. Et si j'aime pas le terme de New Space, c'est parce que je trouve que justement il est trop connoté de ce phénomène particulier américain que vous ne voyez pas se développer par exemple en Chine où on parle de spatial commercial. On ne parle pas de New Space. Et déjà, spatial commercial, c'est un sujet intéressant et c'est une formule intéressante parce que est-ce que ça désigne simplement le fait de commercialiser des activités dans l'espace? Est-ce que c'est la commercialisation du système spatial? Là encore, ça pose beaucoup de questions. Mais en tout cas, il est certain que, et c'est normal au bout de plus de 60 ans, avec des technologies qui ont quand même évolué, il est certain qu'on a des mondes différents de l'activité spatiale qui se mettent en œuvre. Et peut-être que aussi, ça peut être un élément de stabilité et de protection des systèmes spatiaux si on en a de plus en plus besoin et il y a de plus en plus d'acteurs qui y sont impliqués. La sécurité spatiale, la question c'était quoi exactement sur la sécurité? C'était sur l'idée qu'il y avait à nouveau la régulation. Enlevez peut-être votre le masque, je parce vous qu'on entendrai. on ne vous entendait pas bien. Enlevez votre masque. C'est une autorisation. Être tous égaux devant l'espace, est-ce que tous les pays peuvent... Oui. Voilà. C'est l'égalité, la démocratie. Oui, alors effectivement, c'est l'égalité quand vous... Alors,
Je vais faire une réponse un peu plus sophistiquée. Pendant très longtemps, effectivement, ça me permettra de dire un mot de Taïwan. Pendant très longtemps, pour pouvoir faire ce qu'on voulait dans l'espace, il fallait posséder son lanceur. Il fallait fabriquer son satellite, il fallait surtout posséder son lanceur. Si je prends l'exemple de Taïwan, Taïwan, à une époque, a voulu acheter un satellite d'observation de la Terre assez performant. On lui a vendu le satellite de la Terre en Europe et on a eu les pires problèmes pour lancer le satellite en question parce qu'on avait envisagé de le faire lancer par un lanceur Soyouz depuis Starsem et que la Chine est intervenue auprès de la Russie qui était effectivement qui est le propriétaire de base du Soyouz en lui demandant qu'on ne lance pas un satellite d'observation de la Terre à haute résolution pour Taïwan. Au motif que la résolution était supérieure à l'époque à celle de la résolution des satellites chinois. Et je ne sais pas si tu te souviens de l'histoire ou autre, mais ça a été une histoire extrêmement compliquée et qui rappelait bien que, effectivement, eh bien, dans l'espace, il y avait un moment où on passait par un verrou qui était l'autorisation de lancement à bord de tel ou tel type de lanceur. Alors ça a quand même pas mal changé ces derniers temps avec la démocratisation des lanceurs. Et le fait qu'en particulier, plus vous développez des lanceurs commerciaux et des entrepreneurs privés, plus vous allez avoir de l'offre en matière de lancement. Aujourd'hui, si on a même une base spatiale privée en Nouvelle-Zélande, donc vous avez véritablement une ouverture qui se fait. Et puis ces petits lanceurs, eh bien, ils vont permettre aussi à des pays d'être autonomes parce que c'est des lanceurs beaucoup moins coûteux à développer, que la base n'a pas les mêmes problèmes, vous n'avez pas la retombée des premiers étages, etc. etc. Ceci étant, l'activité spatiale dans le droit spatial est une chose qui est bien claire, c'est la responsabilité de l'État lanceur. Donc vous ne pouvez pas lancer tant que vous n'avez pas un État qui endosse la responsabilité des dégâts qui peuvent être causés par le tir et le satellite que vous avez lancé. Donc officiellement et théoriquement, tous les États sont libres d'utiliser l'espace, tous les États sont libres de circuler dans l'espace. C'est pour ça d'ailleurs que la Corée du Nord proteste toujours beaucoup quand on lui dit qu'elle fait des mises sur orbite de satellites en violation des traités de non-prolifération, parce qu'elle dit qu'à partir du moment où elle fait du satellite, elle applique le traité de 67 et que son lanceur, c'est pas un missile, et voilà, et ce qui n'est pas totalement faux non plus, hein, pour être honnête. Donc officiellement, vous pouvez. La question, c'est est-ce que vous avez la capacité technique pour le faire et est-ce que vous êtes assez évolué techniquement et est-ce que vous avez assez investi pour vous permettre d'être autonome dans le domaine spatial. Bon, mais ça, c'est quelque chose, j'insiste sur les petits lanceurs ou le reste, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on voit des barges qui sont développées, on a l'idée qu'effectivement, on pourrait beaucoup plus faciliter de la mise en orbite, mais vous passerez encore par un prestataire de service tant que vous n'aurez pas investi. Et moi, je suis très frappée quand je refais mes planches de m'apercevoir qu'en gros, il n'y a plus de nouvelles puissances spatiales depuis 2013. Donc, il y a des puissances spatiales potentielles qui ont renoncé, comme le Brésil, ils ont renoncé quasiment en 2003. Vous avez une puissance spatiale potentielle qu'on regarde depuis très longtemps, qui pourrait quand même, à mon avis, le devenir, qui est la Turquie. La Turquie, elle a réitéré ses ambitions spatiales, comme par hasard, juste au moment où il y a eu la sonde Emirati autour de Mars. Elle a rappelé qu'elle aussi, elle avait l'intention de faire des choses. Bon. Mais il y a malgré tout une façon de se gommer de la notion de puissance spatiale tant qu'il n'y a pas conflit, tant qu'il n'y a pas difficulté, qui fait, comme je vous dis, on a dit que les Émirats étaient une puissance spatiale, ce qui est quand même assez surprenant. Donc, ce phénomène, il existe. Taïwan, il a un programme spatial. Taïwan, il n'a pas de lanceur, il n'a pas de base spatiale. Je ne pense pas que qui que ce soit serait prêt à aider Taïwan à développer une base spatiale et un lanceur pour des raisons assez évidentes géopolitiques, je dirais.
Il utilise aussi des systèmes en coopération, bien évidemment. Mais il y a eu récemment, d'ailleurs, je crois que c'est à Sciences Po, une conférence qui était assez intéressante et qui était initiée par Taïwan sur justement les possibilités de développer une politique spatiale plus ambitieuse, plus large et en coopération, sachant qu'en particulier dans le domaine de l'observation de la Terre, Taïwan dispose effectivement de ses capacités propres, lancées donc au final par les pays occidentaux, bien sûr. Quant au Pakistan, le Pakistan, alors lui aussi, évidemment, il serait appelé à devenir une puissance spatiale, hein, très, très clairement, il en a tous les attributs. Bon, en même temps, il n'en a peut-être pas véritablement le besoin. C'est-à-dire que quand vous voulez passer de la transformation d'un missile à un lanceur, c'est quand même pas si facile que ça. Ça nécessite d'être capable de précisément mettre en place la puissance nécessaire pour injecter votre satellite sur votre orbite. Et donc derrière, ces capacités que vous consacrez à ça, qui sont des capacités scientifiques, techniques et financières, il faut que vous en ayez véritablement un besoin. Or, le Pakistan fait partie, est un des principaux membres des alliances régionales qui sont développées par la Chine, et qui proposent à leurs partenaires à la fois du transfert de technologie, de la formation, du lancement de satellites. Et donc, il est probable que le Pakistan, s'il doit un jour devenir une puissance spatiale, passera par cette voie-là. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne crois pas. Et puis nous, on doit faire notre enregistrement là, maintenant. Mais écoutez, merci beaucoup, Isabelle. Merci encore. Je vous donne rendez-vous lundi prochain avec Caroline Morico. Merci à tous de votre et bonne soirée.